Eh bien bonjour, bienvenue à tous sur le podcast de Franjo, ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis avec Riyad pour la deuxième fois. Très content d'être là, merci à toi Franjo. Et on a une invitée que j'apprécie beaucoup, Marine Baousson, pardon. Tu m'appelles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Baousson. Fais comme tu veux. Bonjour. Ça va Marine? Ça va et toi? Merci de venir, ça fait plaisir. Avec grand plaisir, surtout dans cet endroit, excuse-moi. Oui. C'est ce que franchement, en rentrant, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans un épisode de l'Agence. Et je l'achète cet appartement, même s'il est à 12 millions, je le prends. C'est l'appartement de celui qui nous prête les lieux justement pour tourner, qu'on salue, celui qui gère la brigade. Merci la brigade de meilleur restaurant de viande de Paris. Allez-y, mangez pour soutenir le podcast. Merci Marine, tu viens tout droit de Bretagne. Absolument, j'habite à Saint-Brieuc et donc là j'ai pris mon petit Wigo et je suis venue jusque là. Franchement, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. On a un petit rituel avec d'habitude Ilias, mais là c'est Riyad qui va s'en charger. On présente les gens. Voilà, avec ChatGPT. Exactement. Avec ChatGPT. Ouais, c'est pas bien pour l'écologie. Il m'a dit, tu demandes à ChatGPT. Et donc, du coup, Marine, ChatGPT, qu'est-ce qu'il dit sur toi? Marine Baousson. Est-ce qu'il faut que je dise si c'est vrai ou pas? Tu peux confirmer. Okay. Franchement, ça m'arrange. Marine Baousson est une humoriste, comédienne, autrice et animatrice radio française, originaire de Bretagne. Jusque-là, ça va. Tout est vrai. Elle commence le stand-up en 2009 et gagne le Montreux Comédie Festival en 2012. Absolument, c'est vrai. Incroyable. Elle crée ensuite Vulgaire, un podcast qui cumule plus de 6 millions d'écoutes où elle vulgarise des sujets complexes mais avec humour. Vous pouvez aussi l'entendre régulièrement sur France Inter, notamment dans l'humour d'Inter. Et à la fin, attention, parce que Marine, ChatGPT, il t'adore parce qu'il dit « Marine Baousson, c'est un humour intelligent, accessible et très ancré dans notre époque. » Bienvenue Marine. Bah franchement, ChatGPT, c'est incroyable. Hein. Si j'étais célibataire, ChatGPT, Moi, j'ai demandé ça pour moi, il m'a dit t'es qui? J'ai arrêté totalement. Non, c'est vrai, Marine Baousson, on te connaît maintenant surtout pour Vulgaire. Quand on tape Marine Baousson, on a Vulgaire, qui est ton podcast. Quand même 3 millions d'écoutes, je crois. Hein, c'est quelque chose. 7 millions et demi. 7 millions et demi. Ouais, ça commence à... Ah ouais, c'est vénère. C'est pas mal. Mais ça fait longtemps aussi, ça fait depuis 2020, donc ouais, mais y a quand même, beaucoup d'épisodes. Il y a beaucoup de choses qui durent depuis 2020, mais ça fait pas 7 millions d'écoutes. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que voilà, je suis contente. Petite dédicace à Urbain qui a 6 podcasts. Elle est belle, elle est pas mal celle-là. Salut Urbain, on t'embrasse. Mais ouais, 7 millions, là ça parle. Ça parle. Là, bravo. Mais tu sais que mon plus gros succès, c'est pas... Enfin, il y a Vulgaire, ça marche bien et tout, mais il y a le Vulgaire pour les enfants, qui s'appelle Petit Vulgaire. Ouais, ça j'ai vu aussi. Et ça, c'est beaucoup d'écoute aussi, mais ça, je suis Madonna chez les enfants. C'est un truc de fou. Arrête. Donc, parce qu'on a fait le spectacle, là, ça s'appelle Pourquoi, c'est adapté du podcast pour les enfants. Et j'y suis allée l'autre fois, et je suis rentrée dans la salle, et ils m'avaient mise vraiment pile poil au milieu. Et comme j'étais avec les comédiens avant, je suis vraiment rentrée au dernier moment. Et vraiment, les enfants, ils étaient là, c'est Marine Baousson. C'est Marine Baousson, où ça? Et vraiment, j'étais là, oh waouh, ok, je suis Madonna, mais des petits, quoi. Des petits. Donc, putain, c'est ouf. Ouais, ça, c'est vraiment marrant. Pour le coup, de voir des enfants qui sont fans, ça, c'est rigolo, quoi. Ouais, ça doit être hallucinant d'être la coqueluche des enfants. On a reçu Elise et Moon qui en parlait, parce qu'il faisait maintenant du cobu, tu vois. Oui. Et il dit, ouais, je suis la coqueluche des enfants. Et il me dit, quand je vais dans les écoles primaires, dans le cadre légal, il dit... C'est très chelou. Jean-Luc Lahaye aussi, qu'on avait invité ici. Et oui, pourquoi explique en fait maintenant, c'est un spectacle qui joue Petit Vulgaire, c'est ça? C'est ça, en fait, en gros, on fait de la vulgarisation pour les enfants. Okay. Donc, c'est exactement comme la vulgarisation pour les adultes que je fais dans le podcast, mais, enfin, pour les adultes. Sauf que maintenant, il y a plus de blagues de prout, voilà. C'est la seule différence dans mon travail pour les enfants, pour les adultes. Et tu penses que t'es écouté par les enfants? Les enfants écoutent d'eux-mêmes, etc. Ou c'est plus les parents? Ah non, je pense que c'est les enfants. C'est vraiment. Et puis, une fois que les enfants, ils ont écouté, ils écoutent en boucle. Ah ouais. Et c'est génial. C'est vraiment beaucoup. Et c'est assez rigolo parce que du coup, ça vient. Les enfants, c'est que des gentils. Tu vois, dans les adultes, enfin, je sais pas si vous recevez parfois des messages méchants de gens sur les réseaux. Oula, oui, pas mal. Voilà, mais les enfants, ils font pas ça. Ah non. En fait, ou alors des fois, ils disent, oh, t'as pas fait un sujet sur les poneys, t'es nul. Mais tu vois, c'est pas genre, t'es vraiment qu'une merde, t'es grosse, t'es obèse, t'es lesbienne, vraiment, on te déteste. Non, c'est vraiment que des trucs genre, ah, trop génial, les blagues sur les proutes. Et donc ça, c'est vraiment déjà très plaisant. Et en plus, là, le truc qui est un peu marrant, c'est que, enfin, qui est marrant. Il y a plein de parents qui m'écrivent parce que leurs enfants sont autistes ou ils ont des particularités, voilà. Et en fait, du coup, Petit Vulgaire vient les aider à des endroits. Hier, j'ai croisé une dame qui m'a dit, mais mon fils, il a des gros problèmes pour gérer ses émotions. Et quand il revient, il s'enferme dans sa chambre. Et en fait, c'est un support émotionnel pour lui. Il y a une dame qui m'a dit que sa fille, c'était un intérêt spécifique par rapport à son autisme, d'écouter Petit Vulgaire. Et en fait, vraiment, elle écoute ça, mais 400 fois. Ouais.
Et donc ça, c'est hyper... c'est fou de te dire que t'es à ce point... Enfin, je vais être Jamie, quoi. C'est-à-dire que vraiment, d'ici 10 ans, il y a des gens qui vont me dire je t'écoutais quand j'étais petite, quoi. Oui, c'est sûr. Ça va faire bizarre. Aïe. Ça, et donc, vulgaire, parce que à la base, tu le fais quand même pour les adultes. Tu vulgarises des sujets. Bon, t'en parles un peu partout. Ceux qui suivent Marine le sauront. Moi, je pense qu'il y aura des gens qui vont te découvrir. Donc, c'est bien de juste définir un peu. Je te le confirme. Je suis Madonna, mais que chez les enfants. Ouais, mais du coup, tu vulgarises des sujets, mais c'est tellement vaste. J'ai vu que tu parlais des Pokémon jusqu'à Hitler. C'est vraiment... c'est pas dans le même épisode. C'est pas dans le même épisode. Donc, et dans tous ces sujets, d'ailleurs, je me suis posé la question, c'est quoi tes sujets de prédilection? C'est quoi tes sujets préférés? Comment tu fais pour les choisir? Les sujets, je les prends et ça me vient d'un coup. Bon, avec le temps, maintenant, j'en ai moins qui me viennent parce que comme j'ai commencé en 2020, autant en 2020, il y avait plein de trucs. J'ai fait le joint de culasse. Enfin, voilà, plein de sujets comme ça un peu flous. Enfin, voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de trouver des sujets. Mais au tout début, je sais pas, je le sentais ou je le sentais pas. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me demandaient la Formule 1. Et moi, je disais, la Formule 1, ça me parle pas. Bon, j'ai fini par le faire, mais en fait, je sais pas, c'est un truc, je le sens ou je le sens pas. Et moi, pour moi, le pire, c'est la science. La science, enfin vraiment, c'est les limites de mon intelligence. C'est-à-dire que tout ce qui est science, je suis désolée, mais je ne comprends pas. Ça et le football américain. Le football américain, trop difficile. C'est hyper compliqué à comprendre. Mais même les joueurs, ils savent pas. Non, ils sont là, on fait Shifumi. Ils des mots shift 22. Même leur tenue, elle n'a aucun sens. Je trouve vraiment, on va mettre des boules là, de plastique et puis Pardon, mais comment t'as eu l'idée, genre initialement, en 2020, c'est quoi? C'est une idée qui pop dans la rue? En fait, c'était une idée à la base pour Sophie-Marie Laroui. En fait, je lui disais, tu devrais faire un podcast où t'expliquerais des trucs aux gens parce que elle a tellement un esprit qui est merveilleux et brillant où d'un coup rien n'est normal. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est géniale et je lui avais dit mais tu devrais expliquer des trucs aux gens. Et donc mon idée à la base c'était de faire. J'avais tout de suite le nom vulgaire et je m'étais dit il faudrait que des scientifiques expliquent quelque chose en 2 minutes et que Sophie Marie le réexplique en 2 minutes après. C'était mon idée de base en fait. Et ensuite, elle a dit ah ouais c'est vrai c'est super. Et puis elle l'a pas fait parce que c'était pas son idée et que ça lui correspondait pas. Et puis que tant mieux parce que du coup je l'ai prise. Et en fait j'avais cette idée depuis un moment et il y a eu le confinement et j'avais plus de travail. Et quand j'ai fini de ranger chez moi, je me suis dit comment je vais organiser, qu'est-ce que je vais faire de mes journées quoi. Et donc je me suis dit vas-y je vais essayer de comprendre le monde mais en partant sur des petites choses précises. Et donc j'ai commencé par faire un épisode effectivement sur le joint de culasse, sur la rate. Parce que je savais pas où ça se plaçait sur le corps. Moi non plus. Voilà, je sais plus non plus, c'est par là je crois, mais je suis même pas sûre. Et donc en fait voilà, j'ai fait plein de petits épisodes comme ça sur des gens, Sissi, Rasputin, Amélie Mauresmo, Internet. Tu l'as mis sur scène d'ailleurs, Rasputin. Ouais, Rasputin, en fait, vraiment, après, j'ai fait le spectacle et ça c'est vraiment... J'ai fait le spectacle de Vulgaire qui était vraiment adapté du podcast. Donc, j'ai vraiment rentabilisé à mort tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que dès que j'écris quelque chose, après, je le mets dans un podcast. Que dans un spectacle, comme ça, je rentabilise. On est tous pareils. Hein. Ouais. Mais tu dois avoir une culture de malade mental maintenant. Bah oui et non, parce qu'en fait, j'oublie au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire que des fois, je me dis « Ah putain, faudrait que je fasse les... » L'autre fois, ça m'est arrivé. « Ah, faudrait que je fasse les aurores boréales. » Et en fait, j'ai tapé les aurores boréales et en fait, je suis tombée sur moi. Et donc, c'est vrai? Ouais, je te jure. Ah ouais, ça doit être ouf, mais c'est vrai que t'en fais tellement. En fait, là, maintenant, j'en fais moins maintenant. Puis maintenant, en fait, le concept a changé. Maintenant, je reçois des spécialistes, des gens qui viennent m'expliquer des trucs. Donc, c'est moins... je lis des bouquins et tout, mais je discute avec eux et c'est vraiment eux qui ont le savoir. Mais quand parfois, je me mets sur un sujet et que c'est moi qui dois bosser... en fait, comme ça sortait toutes les semaines... le sujet, il était très éphémère dans ma tête. Ouais. Et c'est-à-dire que vraiment, au bout d'une semaine, j'oubliais... Ou des fois, je me souviens de blagues. Ah. Sur des trucs très précis. T'as une blague là dont tu te souviens? Je sais pas si c'est vraiment une blague, mais c'est sur la rate, par exemple. Mais ça va être mauvais, là, vraiment, dans ce cadre. Non, mais c'est pas grave. Oh là là. Je disais que la rate, c'est un espèce de filtre, une carafe comme la carafe Brita de l'organisme. C'est le filtre qui va, ça va filtrer dans l'organisme. Et je disais que les globules, je sais plus si les blancs ou globules rouges viennent mourir dans la rate. Et du coup, on dirait une chanson d'Eddie Mitchell. Le cimetière, les globules rouges, c'est là qu'on va y mourir. Et quand on est un globule rouge. Et en fait, voilà, c'est ça que j'avais fait. Et c'est hilarant comme vous constatez. Mais si, c'est marrant. Dans le podcast, c'est marrant. Mais en fait, quand tu
expliques un sujet technique comme ça et que d'un coup t'as quelqu'un qui dit le cimetière des globules rouges, bah c'est vrai que c'est marrant. C'est le but en fait, c'est de se dire vas-y, comment tu peux le relier, comment tu peux rendre ça fun et intéressant et voilà. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Mais c'est vrai que je sens quand même que j'ai un peu plus de culture générale, un peu plus. Et surtout en fait, moi ce que ça a changé, c'est que j'ai plus peur de poser la question. Avant, vraiment, je me sentais tout le temps nulle de pas savoir des trucs. J'avais l'impression que j'avais un grand manque de culture générale. Et maintenant, en fait, ce que je ne sais pas, je dis, en fait, ça ne demande qu'à, je peux demander, quoi. Tu peux demander. Et donc, je dis aux gens, pardon, j'ai pas compris le mot, vous pouvez m'expliquer. Et en fait, vraiment, souvent, tu te rends compte que les gens, ils savent pas trop expliquer non plus. Ouais. Donc, c'est... Et le fait de connaître, en fait, parfois, tu te rends compte que plus tu connais un sujet ou plus tu connais des choses, plus tu te rends compte qu'en fait, la masse de connaissances est tellement énorme qu'on peut pas tout savoir. Enfin, non. Mais c'est difficile pour les gens, par contre, les gens qui sont spécialistes, parce que maintenant je reçois les spécialistes, leur demander de vulgariser leur sujet de prédilection, c'est hyper dur. Ils y arrivent pas du tout. Parce qu'en fait, quand pour toi ça devient une routine, un truc c'est simple, t'as les rêves, t'as tous les trucs, leur demander de faire un truc au plus simple, ils y arrivent. Il y a plein de gens qui arrivent pas du tout. C'est vraiment compliqué. En vrai, c'est un peu comme nous. Tu sais, il y a un mec qui au théâtre, il vient sur scène et il dit on peut jouer de dos. On va se dire, tu vois, il y a peut-être des trucs on a tellement dépassé des stades. Mais tu vois, je sais pas, parce que je pense que nous, notre travail en tant qu'humoriste, j'ai l'impression en tout cas, c'est de donner toutes les clés de compréhension. Moi, c'est ce que je pense, c'est que nous, en fait, on arrive sur scène, on va cacher plein de clés dans ce qu'on raconte, et à un moment, les gens, ils vont faire c'est compris, c'est incroyable. Et en fait, t'es là, en fait, c'est parce que je t'ai donné tout un tas de trucs en soum-soum, mais. Et d'ailleurs, quand on se fait des retours entre humoristes, on ne dit pas que ta blague elle est pas drôle, c'est qu'on la comprend pas, tu vois. Ouais. Il y a un rapport vraiment à l'installation, à la construction. J'ai pas compris, c'est souvent ça. C'est pas que c'est pas drôle dans l'absolu, c'est juste que j'ai pas compris où tu veux en venir, quoi. Tu vois. Quand t'as fait tirer mon doigt là, c'est pas clair. Tu m'as pas assuré là-dessus. J'étais très déçu là-dessus. Non, moi j'ai écouté du coup 2-3 trucs, dont les Pokémon. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit celui-là. Maintenant, tu l'as pas écrit, mais j'ai des auteurs. Ta voix. Mais c'est ma voix, ouais. Maintenant je prends des auteurs. T'as des auteurs pour écrire les Pokémon. Ce qui explique que il y a certains Pokémon, je dis pas bien leur nom. Comme qui par exemple? Je dis Arceus et il faut dire Arceus, il paraît. Ok. Ah bah tu vois, c'était pas un Pokémon lover. C'est une nouvelle génération, je crois. C'est les nouvelles. Non, c'est la base. C'est le tout début de comment sont nés les Pokémon dans le monde des Pokémon. C'est les tout premiers. Mais moi, ma passion en ce moment, je sais pas si vous savez ça aussi, je regarde des heures, mais vraiment des heures en plus, j'ai un bébé, donc vraiment la nuit, je fais ça. Je regarde des heures d'ouverture de cartes Pokémon. Alors que, c'est ça. Je ne sais pas. Je n'ai jamais aimé les Pokémon. Enfin, je ne connais pas les Pokémon. Et vraiment, voir des mecs qui font. Et qui sont excités. C'est tout petit, c'est tout doucement, la coupe. Et en fait, là, je vois pas. Et moi, ça me passionne. Et vraiment, au point que là, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui ils ont eu des enfants, je sais pas quoi, et ils ont acheté des packs Pokémon pour les garder, comme des trucs d'investissement pour leurs enfants, pour le futur. Et moi, je suis là, mais moi, je veux trop faire ça. Mais en fait, je ne sais pas quoi acheter, puisque si jamais quelqu'un a des conseils, parce qu'en fait, je les connais pas, quoi. Mais maintenant, quand j'ouvre, je vous raconte vraiment toute ma vie, même quand j'ouvre un Kinder Bueno ou un truc comme ça, vraiment, j'ai l'impression de faire le même truc, tu sais. Tu cherches à la mèche. Les gens de notre âge, ils investissent dans les cryptos. Elle lui a fait acheter des cartes Pokémon. Attends, c'est un business. Oui, c'est un business. Quand tu vois que Dracofeu, le premier, il vaut 35 000 €, tu te dis bon j'aurais peut-être dû le garder, quoi. C'est une folie, hein. Et encore, t'es gentil. Je crois 35 000, t'es gentil. Je crois que c'est le plus, je crois que c'est 700 000 $. C'est des millions, c'est 1 million, 2 millions. Le Dracofeu le plus rare, je crois que c'est 700 000 $. Ah ouais, tu t'y connais quand même un peu. J'ai essayé d'investir également dedans. C'est vrai que c'est passionnant, quoi. Mais parce qu'on a, en fait, tu vois, la génération, j'ai joué à ça dans les cours de récré, et de me dire que maintenant, les cartes potentiellement que j'ai données à un cousin dans un vieux classeur, ces cartes-là, elles valent 10 000 € peut-être l'unité, ça m'angoisse. C'est tellement d'argent perdu. C'est fou, en vrai. Quel manque à gagner. Ouais. Tu disais que t'avais abordé pas mal de sujets. Il y a des sujets que t'as jamais voulu aborder? Les Spice Girls. Ah, jamais. Non, parce que j'ai pas d'humour sur les Spice Girls. Je suis super prom duck. Non, mais il était surpris que t'aies pas abordé les... Ah, jamais les Spice Girls. Non, parce que justement, j'ai un regard trop expert, donc je peux pas... C'est vrai? Je pense. En fait, je le raconterai peut-être pas bien. Non, je sais pas, mais... Non, et puis surtout, j'arrive pas à faire des blagues sur les Spice Girls. C'est un des trucs que j'y arrive pas. Sinon. Mais pour quelle raison? Parce que t'as pas l'inspi ou tu veux pas leur manquer de respect? J'ai pas beaucoup d'inspi. Je pense que je veux pas trop leur manquer de respect. Et en fait, des fois, je fais des blagues.
ça arrive, c'est très rare. Après, je donne des informations non, mais en fait, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que Victoria, à la base, tu vois, je donne vraiment des trucs précis. Tu les aimes trop, quoi. Je pense que je les aimais trop. Maintenant, j'ai plus de. Maintenant, juste, je les aime bien quand je les entends chanter, je me dirais. C'est ta Madeleine de Proust, Voilà, quoi. c'est ça. Donc, les Spice Girls. Non, mais tous les trucs que j'ai pas abordés, non, franchement. En fait, j'ai tellement fait de trucs que j'ai fait. Enfin, je sais pas, non, je sais pas, en fait, non, il y a pas de sujet que je m'interdis. Juste les Spice Girls, Il y a pas des trucs que t'as commencé, que t'as jeté parce que t'as vu que si, j'ai commencé l'électricité, chiant comme la pluie. Ouais. J'ai fait. En fait, ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. L'électricité, c'est quoi? Ça se crée d'où et tout, c'est passionnant. Je peux pas te l'expliquer. Mais je l'ai pas fait de podcast. Je l'ai pas fait parce que vraiment, j'ai commencé, j'ai fait. Ça m'ennuie. Et c'est de la science. Vraiment, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien les histoires, tout ça, ça c'est marrant. Mais j'ai vu que tu t'étais dernièrement, alors ça date pas d'hier, tu t'es passionné pour les sectes. Putain, là, le gars, il s'appelle Quentin Bruet-Ferréol. Putain, le mec, il est exceptionnel. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir. Lui, il a écrit tout un truc autour d'une secte qui s'appelle Heaven's Gate. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, t'as entendu ce podcast? Tu l'as entendu pas? Ceux qui se sont foutus en l'air, là. Ils se sont tous foutus, mais au tout début d'Internet. En fait, c'est une meuf et un mec. Lui, il était gay, elle était hétéro, mais ils sont tombés amoureux. Et ou en tout cas, c'était un couple, en tout cas une forme de couple. Et eux, ils se sont dit, bah voilà, nous, on va y avoir la fin du monde et en fait, on va mourir. En fait, voilà, c'est pas grave, on va aller ailleurs. Et en fait, ils ont créé toute une secte autour d'eux où ils gagnaient de la thune parce que c'était le début d'Internet et donc ils faisaient des sites Internet avec toute leur équipe et ils louaient une baraque magnifique, un peu comme ici. Et en fait, à un moment, ils se sont dit. C'était le projet, là. Ouais, c'est ici, je vais mourir à la fin. Et en fait, ils ont décidé de se suicider tous. Et ils se sont tous suicidés avec tous la même paire de chaussures de Nike. C'était des Nike. Ils avaient tous un petit billet dans la poche. Je crois que c'est dans mon souvenir, mais pour payer le bus. Le bus qui t'amène vers l'infini et l'au-delà, quoi. Ils avaient fait tout le ménage. Ils se sont tous filmés en train de mourir. Comme ça, il n'y aurait pas eu de suspense. Enfin, les gens se seraient pas dit, ah tiens, c'est un meurtre ou quoi. Non, c'est vraiment... On les voit, ils sont heureux, a priori. Moi, j'ai pas vu les vidéos parce que ça me terrifie, mais on les voit. Mais tu peux voir les vidéos? Bah, j'imagine. Le mec, en tout cas, il les a trouvés. Il a écrit tout un bouquin là-dessus, sur un mec, justement, qui n'a pas passé le pas, n'est pas mort, en fait. Et qui, aujourd'hui, regrette un peu parce que tout le monde est mort, en fait, dans sa religion, en fait. Wow. Et ils sont tous morts, voilà, et tous alignés comme ça, en ligne, dans des draps. Enfin, ils étaient tous pareils, quoi. Et il paraît qu'il y a les vidéos de la police qui les découvre tous, et Enfin, l'histoire, elle est folle, terrifiante, mais en même temps incroyable. Et en fait, eux, ils faisaient des sites Internet. Au début d'Internet. C'est ouf. C'est ouf. Et ils sont tous foutus en l'air. C'est là où tu vois... Quasiment tous, ouais. Il y en a un qui... Quoi, un rescapé? Il y a quelques rescapés, des gens qui ont un peu avant. Ouais. Non, et je sais pas s'ils y croyaient pas, mais en fait, aujourd'hui, du coup, il y a encore un site Internet, a priori, de ce truc-là. Et en fait, ils continuent ils répondent pas aux mails et tout ça, mais en fait, en gros, ils continuent de faire en sorte que ce site existe. C'est leur mission en fait. C'est leur travail. Ils sont pas morts, mais du coup eux ils essayent de faire en sorte que leur croyance continue d'exister. Wow. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et si c'était pas eux qui avaient raison? C'est ça que je me dis depuis tout à l'heure. Ils ont pris le bus, ça se trouve, avec 5 euros. Et c'est fou. Et le mec a écrit un bouquin, enfin voilà, il est passionnant. Et lui, par contre, c'est un zinzin des sectes. C'est ça, en fait, que là maintenant, Vulgaire, c'est devenu un endroit où je reçois des zinzins de trucs. Et lui, c'est un zinzin des sectes, grand fan de Raël aussi. Il est passionnant, ce mec-là. Et lui, il a chez lui, il a une pièce remplie d'objets de sectes. Donc il a des bouquins qui ont appartenu à Raël, des trucs. Il a notamment le premier vinyle de Raël, parce que Raël faisait du zouk avant. Alors, c'est la meilleure phrase du podcast, c'est Raël faisait du zouk avant. Pour vulgariser un peu, Raël, c'est un gourou de secte qui quoi, c'est la secte des Raéliens qui pensent que les êtres supérieurs sont des extraterrestres. C'est ça, hein? Je sais plus. Je crois il y a un très bon documentaire sur Netflix. Notamment, en 4 épisodes qui est fou, incroyable. Et donc, il faut faire gaffe à ce qu'on raconte parce que vous avez vu Fabien Licard, il a été attaqué par Raël. Ah bon? Non, en justice. Mais oui. Donc, je suis là. Enfin, voilà, faut regarder le documentaire. Moi, je n'aurais pas plus d'informations que ça, car il n'y a pas d'argent à mettre. Il a été attaqué Il a été attaqué. Ça a été une procédure hyper longue, a priori, et tout. Ah ouais?
Ouais. Mais nous, Il a fait toute une respecte vidéo. Raël. On respecte, nous on est complètement dans le respect. Raël, Et en tout cas, d'avoir de l'argent et une maison, c'est vraiment le plus important. l'idée de base, on la respecte aussi. Ouais, en fait, moi, Raël, il m'a passionné parce que je me suis dit, ce mec ressemble à rien quand même, et il arrive quand même à fédérer à un moment des milliers de personnes, quoi, juste avec une thèse selon laquelle il s'est fait enlever par l'extraterrestre. Il le dit, hein, j'ai rencontré Dieu et c'est comment Bouddha et Bouddha, enfin tous les gens qui représentent les religions qui t'ont dit et qui disent ils se sont trompés, en fait c'est des extraterrestres, et les gens gobent ça, quoi, et il fait des chants et tout. Je me dis, le mec ressemble à rien, il arrive quand même à avoir assez de charisme pour retourner autant de gens. Il y a des gens qui sont fous de lui et qui y croient encore, mais c'est une secte, quoi, vraiment. C'est terrifiant et passionnant. Et fascinant en même temps, complètement. Mais alors, est-ce que les gens qui sont dans les sectes sont des simples d'esprit, ou est-ce que c'est la personne qui est particulièrement charismatique? C'est une vraie question, tu vois, qu'on se pose. Moi, je pense qu'il y a un moment où t'es embrigadé. Ouais. Ça commence tout doucement et des fois, je pense que tu te rends même pas compte. J'ai fait un vulgaire sur la scientologie aussi. La création de la scientologie en soi, tout est hallucinant. Enfin, vraiment, tout est hallucinant. Il y a une grande vidéo d'un mec qui a tout décortiqué sur YouTube. Je sais plus combien de temps elle dure, cette vidéo. C'est en anglais et tout. Cherchez-la. Elle est passionnante. Moi, elle est dans les sources de mon podcast. Mais tout est fascinant. Mais en fait, aujourd'hui, c'est des gens qui t'arrêtent dans la rue et qui te disent bonjour, vous voulez remplir un questionnaire et vous allez pas bien. Et en fait, je pense que tu rentres dedans et après, tu trouves une communauté de gens qui croient. Et je pense que tu t'y crois, et puis aussi ça t'amène une communauté, ça t'amène du soutien, t'es jamais vraiment seul, je pense. Mais c'est presque une religion, enfin c'est des religions. C'est Tom Cruise, scientologie, non? C'est ça, la scientologie. Mais eux, il y a tellement d'argent, et en fait le mec qui a créé la scientologie, il s'est basé pour la scientologie sur des romans de science-fiction que lui-même a écrits. C'est-à-dire qu'il écrivait de la science-fiction et d'un coup il a fait en fait c'était vraiment un vrai truc, et donc lui il disait en fait si vous faites plein de tout ce que je vous dis, vous serez immortel, et il est mort. Donc il a pas fait ce qu'il faisait. Et en fait aujourd'hui il y a un bureau, et on dit qu'il va revenir à un moment, mais comme Jésus en fait, il se prend un peu pour Jésus, on se dit qu'il va revenir, et donc partout dans tous les bureaux de scientologie il a des bureaux qui sont vides, mais qu'il va revenir. C'est le Messi, mais 2.0. Exactement. C'est une dinguerie. Tu vois, je savais même pas ce que c'était la scientologie. Merci d'avoir vulgarisé ça en très peu de temps. Écoute le podcast. Tu vas vulgariser là. Hallucinant, vraiment, tout est hallucinant. Je vais écouter. Moi, j'avoue, ça me passionne un peu les sectes aussi. Enfin, en fait, c'est comment t'arrives à retourner autant de gens. C'est vraiment un truc qui est fascinant. Enfin, je sais pas. Ce que t'en penses, hein. T'as pas l'impression vous avez pas l'impression quand vous êtes sur scène d'être un peu des gourous de secte? Complètement. Moi, vous avez déjà vu des humoristes? Bon, je vais pas dire. Moi, j'ai assisté à des spectacles où vraiment il y a des moments, tu te dis, il y a quand même un côté très, on manipule une foule, quoi. Tu sais, tu vois. Oui. Déjà, des gens payent pour t'écouter parler. Donc déjà, ouais, c'est exceptionnel. Déjà, il y a un j'imagine truc. quand même, tu vas faire le Grand Rex. T'auras quand même. À quelle date? 30 avril. Il reste des places? Ouais, ça va encore. Regarde, tu fais le Grand Rex. Il y a combien de personnes, Grand Rex Max? 3000, non 2800. C'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est l'occasion de commencer une secte. C'est l'occasion. C'est peut-être l'occasion. C'est l'occasion. Et c'est peut-être un petit défi qu'on te donne. Exactement. À la fin, on se fout tous en l'air. Avec des Nike et un billet de 5 balles. Alors, comment ils sont foutus en l'air d'ailleurs? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Ils ont dû boire un truc. Du space-fond. Mais c'est qu'il suffit de 8 Doliprane pour mourir. Ça, c'est des infos que j'adore. Moi, je veux que des infos. 8 Doliprane. Bah ouais. En même temps, ou Queen Amman. Pourquoi simultanément? Ah bah ouais, simultanément, en fait, ton foie, il peut pas gérer tout ça. Et donc, et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est des petites boîtes, en fait. On pourrait acheter des boîtes, parce que des boîtes de suppositoires, ça se vend par 100, hein. Mais parce que tu vas pas mourir d'overdose de suppositoires. Enfin, remarque, j'en sais rien, mais. Je pense que c'est possible. Il est mort de 400 suppositoires. Triste mort. Mais par contre, il suffit de, je crois, il me semble, c'est 8 Doliprane pour mourir. Et le Doliprane, si tu veux avoir des infos un peu rigolotes, le Doliprane a été découvert par le paracétamol parce que des gens ont analysé du pipi, voilà, et par erreur. Et je trouve ça génial. Trouver le Doliprane, c'est une erreur, et c'est des gens qui ont analysé du pipi.
Et à travers le bébé, on a vu le. Okay. Et ils ont trouvé que ça faisait que tu n'avais pas de mal, t'avais pas de. Ouais. Et moi, j'ai appris une info marrante en Martinique. Apparemment, alors à vérifier encore une fois, les scientifiques savent pas trop comment fonctionne le Doliprane. On n'arrive pas à expliquer pourquoi ça nous fait du bien. On se doute que c'est neurologique, enfin une partie qui est expliquée, une partie qu'on n'arrive pas un peu comme l'IA dans certains trucs mais il y a des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça marche. Donc écoute, il y a un trou. En tout cas, je sais qu'ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé ça par hasard. Par hasard. Ça, c'est vrai. Vous êtes anti-Doliprane quand vous avez mal à la tête, vous en prenez moi, je suis pro-Doliprane. Voilà, moi, j'hésite pas. J'ai pas peur de le dire. Quand on propose, tu dirais que c'est pas en mode, ah non, moi je prends pas de Doliprane. Non, moi j'ai mal. J'ai mal, ça existe. Okay. Donc mais je suis pas. Je ne me surmédicamente pas en Doliprane. Okay, voilà. J'en prends pas 4 directs, non, parce que moi, je sais que c'est dangereux. Moi, je suis team 0 Doliprane. Ouais, je suis là, je suis solide. Je suis un bonhomme, moi. J'ai peur quand j'en ai vraiment besoin, ça marche plus. C'est vraiment une croyance très con. C'est pas Pierre et le loup, hein, tu sais. C'est pas le petit Doliprane qui... Non, mais j'ai peur que mon corps s'habitue et qu'après, quand j'ai vraiment mal, ils disent non. Mais t'as mal au crâne, tu fais juste attends, tu te reposes, quoi. J'attends, je dors, je souffre. C'est rare que j'en prenne, quoi. Mais c'est peut-être débile. Je suis désolée pour toi. Franchement, moi, c'est fou. Je pense que c'est une croyance stupide. Oui, je pense aussi. Faudrait demander à alors, je vais te donner l'information. Oui, c'est pas une secte, hein, c'est la vérité, quoi. Ma meuf aussi, elle souffre. Elle dit non, mais je peux encore attendre. Mais attends quoi? T'auras plus mal dans 20 minutes. Si tu veux. Ouais, D'ailleurs, en parlant de médecine, t'avais parlé aussi des vaccins. Moi, c'était un sujet, hein, vraiment, un moment, parce que il y avait le Covid et tout, on parlait, il y avait les anti-vax, les machins et tout. T'as eu des réactions par rapport à ces vulgaires-là sur le vaccin? Je crois qu'il y a eu des commentaires, mais je lis pas trop les commentaires. Tu lis pas les commentaires? Non. C'est vrai? T'en fous? Je m'en fous un peu, ouais. Ah, t'as raison. Enfin, en fait, c'est juste pour me dire que je suis grosse et moche, enfin, vraiment, on s'en sort pas, quoi. Enfin, et il y avait quelqu'un je crois qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient commenté. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant de savoir comment c'est fabriqué, comment ça marche, Et donc, non, il n'y avait pas eu trop tant que ça. Enfin, je pense pas. Ok, ouais. Mais parce qu'en fait, je pense que les gens, ils tombent pas sur moi par hasard. Hein. Enfin, très peu. Hein. Je pense que... Ouais. Ils sont déjà ralliés à ta cause. Ouais, c'est ma secte. C'est ta secte. La secte, c'est Baousson. Non, mais... par contre, c'est intéressant de savoir comment les vaccins ont été découverts et tout ça. Ça, je trouve que c'est passionnant. Ouf. Et de voir comment... En fait, c'était un truc avec des vaches. Comment ça? En fait, tu veux dire que les premiers vaccinés étaient des vaches? Non, et maintenant c'est devenu des moutons pour les anti-vax. Attends, il faut que je revienne dans mon truc. Mais en gros, ils se sont rendus compte qu'il y avait une maladie. Attends, j'ai pas envie de dire de conneries. La vaccine, c'était... En gros, ils se sont rendus compte qu'il y avait des meufs qui traillaient des vaches et qu'elles étaient immunisées par rapport à un certain... J'ai pas envie de dire de conneries. Je vais regarder mon texte. Je peux regarder? Bah oui. Pour éviter de dire des conneries. Déjà, évidemment. Sur un sujet un peu sexy. Mais c'est intéressant de savoir comment est né le vaccin. Est-ce que c'est une erreur comme Non, c'est un mec qui a découvert. Les frites. Comme les frites? Je crois que les chips, c'est une erreur. Ouais. Le popcorn. C'est pas une erreur, c'est un... Les chips, on m'a dit que c'était un mec qui voulait des frites, je crois, et il les a renvoyées parce qu'elles étaient pas assez fines. Et le mec, pour se foutre de sa gueule, il a fait des frites toutes fines, et c'est devenu des chips. C'est comme ça qu'on a créé les chips. T'étais au courant de ça? Non, moi je mange. Moi je mange. Je donne l'information. Alors en fait, la vaccination, ça commence en Chine au Moyen-Âge. On vaccinait contre la variole en Chine. En fait, on prenait un bouton de variole d'une personne souffrante et on le mettait dans le corps des personnes qui n'étaient pas malades, en croisant les doigts pour que ça les protège. Bon, ça ne marchait pas très bien. Et après, il y a une meuf. En fait, voilà, il y a un mec qui a réalisé que des femmes qui travaillaient avec des vaches ont eu une maladie qui avait une maladie qui s'appelait la vaccine, n'attrapaient pas la variole. Donc il a organisé des rendez-vous où les gens venaient toucher les pieds des vaches qui avaient la vaccine. Donc on a appelé ça les vaccins. Et donc la vaccination.
Et ensuite, Louis Pasteur, cette queen, je fais le truc en entier, va développer le vaccin contre la rage à partir de bactéries de la maladie qu'il va faire vieillir et rendre inoffensive. Et ça sera le vaccin qu'on connaît, parce que les bactéries, c'est le contraire de certaines personnes. Quand elles vieillissent, elles deviennent inoffensives. Bon, après, il y a des blagues. C'est le contraire de certaines personnes. Excellent. C'est une blague de Grégoire Day, là, je vois. Ah, d'accord. Grégoire Day qui rajoute des blagues dans le truc. Ah ouais. Donc, en fait, t'as tous tes textes encore de vulgaire dans ton téléphone. Ouais, j'ai tout. Ah ouais. Donc, à tout moment, tu me demandes, tu dégaines. Tu nous fais un épisode de vulgaire. Complètement. N'hésite pas, je suis à dispo. C'est un beau teaser pour aller écouter tous les podcasts. Ouais, mais surtout, t'en as combien depuis 2020 là? Tu en as compté 400. Attends, je peux te dire aussi. Hein. Moi, tu sais, j'ai tous les infos. Ah, t'as toutes tes stats. Ah, ouais, c'est des codes. Je sais pas, ouais. Et donc, en fait, ouais, t'as l'habitude de parler dans un micro, quoi. Un peu, ouais. C'est ton métier, quoi. Absolument. Je sais me placer. Hein. Ouais, donc en fait, Louis Pasteur a des. En fait, il a trouvé le truc de faire qu'on te le met dans le corps et que ça soit pas. Il est inoffensif en fait. Donc, le fait de faire vieillir le truc, c'est lui qui a. Attends, là, je suis pas scientifique, mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est que ce qu'on te met dans le corps, c'est quelque chose qui n'est pas actif. Mais juste ton corps dit, c'est trop chelou, je vais me préparer contre ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Ah, c'est intéressant, ouais, je t'ai tombé là-dessus. Après, tu parles du vaccin et du métro, et ça me fera une belle transition pour pour parler ensuite de ta vie en région. En région. En région. En ruralité. Non, parce que, alors dis-moi si je me trompe, t'as pas mal de podcasts sur le métro. Non, j'en ai un seul. T'en as qu'un seul? Pourquoi? Non, mais il te confond avec Laurent Dutch. J'ai déjà vu plusieurs fois. Est-ce que je suis tombé plusieurs fois en fait dans mes recherches sur le fait que tu parles du métro? Ah bah possible. Qu'est-ce que j'ai raconté? Non mais là il y en a un qui est sorti la semaine dernière. Ah c'est ça en fait. Ah oui d'accord. Mais je l'ai vu plusieurs fois. Mais en fait c'est juste parce que c'est récent. Et donc toi, est-ce que t'as fui Paris en fait? Moi j'ai fui Paris. Ouais. Mais pas volontaire. Enfin c'était pas volontaire. C'est ma compagne, c'est ma meuf. En fait, on s'est rencontrés toutes les deux à Paris, sur les quais de Seine où ça sent le pipi. Et c'est là où vous avez trouvé un nouveau vaccin, du coup. Exactement. Le mec qui mélange tout. Et en fait, la rage, non, tout putain, ça. c'est la Doliprane. Et en fait, donc on s'est rencontrés à Paris, mais toutes les deux on était de Saint-Brieuc. Et moi, on s'est rencontrés sur les réseaux, et tout de suite elle m'a dit mais je crois que t'es de Saint-Brieuc et tout, et moi je lui ai dit oui, je n'y retournerai jamais, plutôt crever. Et cut, je déménage. Après je suis tombée amoureuse et elle m'a dit moi j'ai hyper envie de retourner à Saint-Brieuc, et j'ai dit moi je suis pas prête. Elle a dit franchement j'ai très envie. J'ai dit bon merci. Et c'est un choix que je regrette pas du tout. Je suis hyper heureuse de retourner dans cette ville qui était ma ville de mon enfance, que je trouvais nulle. On a joué ensemble à Saint-Brieuc avec. C'est vrai? Ouais. Mais j'étais pas là. Il y avait Marie aussi. Oui, je crois, ouais. Et j'étais pas là. Et je voulais venir et j'ai cherché un truc à manger à 13h. Non, mais attends. Mais après, si tu te mets des challenges aussi. Non, c'était très compliqué. Bah oui, évidemment. C'était une belle journée. Ouais. Mais Saint-Brieuc, c'est incroyable. Ouais, t'as quitté Paris, ça te manque ou pas? Mais ça me manque pas trop parce que je viens quand même toutes les semaines. Oui. Donc en fait, je pense que si j'étais que à Saint-Brieuc, peut-être que ça serait bizarre, mais là, franchement, je viens toutes les semaines. L'année dernière, j'étais là 3 jours par semaine. Donc, en fait, ça va. J'ai quand même cette vie entre les deux, quoi. Donc, c'est bien. Mais je vois, en fait, tous les avantages, enfin, toutes les raisons, tout ce que je trouvais nul quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Il y a la mer. Je suis à 10 minutes en voiture de la mer. Il y a un port dans ma ville. Il y a... Il y en a plusieurs dans le stand-up. C'est vrai. Et donc, c'est pas cher, c'est pas très touristique, mais en même temps c'est chouette, c'est joli, t'as plein de trucs à faire, il se passe plein de choses. Il y a des crêpes. Il y a des crêpes partout. Du beurre et du sucre. Exactement. Parce que dans l'adolescence, t'étais une anti-Saint-Brieuc... Briochine. Anti-briochine. T'aimais pas cette ville, quoi? En fait, je trouvais ça chiant, je trouvais qu'il y avait rien à faire, je trouvais que c'était moche, je trouvais que... Voilà. Mais en fait, il y a plein de choses qui ont changé depuis mon adolescence, notamment que... En fait, il y avait pas tellement de spectacles d'humour, par exemple, à Saint-Brieuc avant. Maintenant, il y en a vraiment tout le temps, toutes les stars viennent à Saint-Brieuc. T'as joué là-bas? Je joue pas souvent à Saint-Brieuc, mais quand j'y joue, c'est pas toujours un succès. C'est assez marrant, je pense que je me mets trop la pression. Ouais. Et donc, Moi, pareil, je suis originaire de Melun, j'en parle tout le temps, et quand je joue à Melun, je suis pas le plus relâché.
C'est dur de jouer. Ouais, t'as trop de gens qui te connaissent du lycée, de machin et tout, qui reviennent voir. Un côté un peu événement. Un peu ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu alors? Ça donne quoi? Putain, et puis quand tu fais des blagues sur la région, les gens ils font oui, bon. Alors que bon, en vrai, c'est marrant, mais je trouve que je me mets une pression. Donc j'aime bien jouer à Saint-Brieuc, mais je crois que ça, j'ai trop peur d'être. Tu sais, de revenir l'enfant du pays, en fait, t'es nul, quoi. Ouais, bah, moi, c'est un peu le même délire. D'ailleurs, quand tu joues sur scène, ce qu'on n'a pas vraiment parlé, tu dis que t'adaptes ton podcast à la scène. J'avais l'impression que c'était presque improvisé. C'est de la fausse impro ou c'est ce que tu laisses le choix au public? Non, c'est pas improvisé. En fait, ce que j'ai, donc c'est un spectacle où les gens choisissent les sujets. Oui, c'est ça. Mais en gros, je leur dis, vous avez le choix entre tel truc et tel truc. Vous avez le choix entre attends, parce que ça fait un moment que je l'ai pas joué. Sissi ou Mylène Farmer. Donc en fait, balisé quoi. Bah ouais, mais après moi je sais pas ce que je vais jouer. Donc il y a quand même un. T'as 2 choix différents. Incroyable. Non, il y a à plein de moments dans le spectacle. Je pense que je sais pas combien ça fait de versions. Je crois que ça fait 16 versions possibles de spectacles différentes, puisqu'il y a plusieurs choix. Je fais Rasputin, obligatoirement. Après, il y a La Conquête de la Lune ou La Commune de Paris. Après, il y a Sissi ou Mylène Farmer. Après, enfin, je sais plus, mais en tout cas, il y a plusieurs sujets comme ça. Ça me fait penser au livre là, dont vous êtes le héros. Exactement, c'est ce que je voulais faire, ouais. Ah, c'est ça. Et c'est ce qu'on a fait pour les enfants aussi. Les enfants choisissent les sujets. Et donc les comédiens ont 2 spectacles à apprendre. Exactement. Et c'est vraiment l'enfer. Et il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu fais pas le spectacle pour enfants aussi? Parce que beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Mais Et tu joues, c'est pas toi qui joues. Là, non, c'est pas moi qui joue. Pourquoi non. Ouais. Bah. Oui, t'as pas envie de faire ça. T'as envie de jouer devant des adultes. Il y a de ça, et puis aussi, faudrait que je sois à Paris, il faudrait que je joue en journée, que voilà. Puis toi, t'as envie d'être humoriste, tu vois, d'aborder des sujets matures, peut-être. Ça dépend. En fait, franchement, là, hier, tu vois, hier, j'ai joué dans enfin, j'ai pas joué, mais j'ai enregistré un podcast pour les enfants devant des enfants dans un magasin. Et franchement, c'est dingue. C'était génial parce qu'en fait les enfants. Moi, mon rêve, c'est de faire un talk show pour les enfants en fait. Mais non. Mon rêve, et faire l'Olympia. Jacques Martin un peu. Ouais, mais vraiment en fait que ce soit comme un light show, mais vraiment un talk show. Parce que vraiment, je voudrais que ce soit vraiment pour les petits, que ça les fasse rire et que ce soit adapté à eux, que ce soit vraiment toujours se mettre à leur niveau. Les pas pour maternelles un peu, mais en talk show quoi. Bah, les maternelles, c'est pour les parents. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que. Moi, ce qui me plaît, c'est que les enfants, ils sont pétés de rire. Franchement, en fait, ce qui est fou aussi, c'est que ça marche bien, mais moi, ça me demande pas beaucoup de. Ça me demande beaucoup moins de travail de faire pour les enfants. Ouais. Parce que j'ai l'impression que je capte. Et que. C'est ce qui fait rire. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire des trucs pour les enfants que d'écrire des trucs pour les adultes. Ça t'arrive d'écrire des trucs pour les enfants et sans le faire exprès, tu le dis devant des adultes et tu dis là, c'était pas ouf. Non. de faire un. Non. Et en fait, ça arrive pas. Bon. Non, pas trop. Ça te matrixe pas, quoi. Ça me matrixe pas. Mais par contre, le fait de faire des trucs pour les enfants, le fait d'avoir fait Vulgaire, ça fait depuis 2020. Ouais. Le spectacle, il existe depuis 2022. Là, maintenant, je commence à raconter des trucs sur moi sur scène. Parce que, en fait, ça m'a fait vachement de bien de me libérer. En faisant du podcast, de me libérer de mon corps, de l'image, parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé les podcasts, il n'y avait pas encore les vidéos. Donc, on était vraiment que sur le son. Et moi, qui suis une femme grosse et tout, vraiment, le fait que les gens aient juste ma voix, mais pour moi, ça a été merveilleux, parce qu'en fait, je pouvais tout inventer et je pouvais tout fabriquer. Et c'est ce que j'aime aussi avec les enfants, c'est que les enfants, par exemple, j'ai un podcast qui s'appelle Professeur Caillou. En fait, le personnage, il parle comme ça m'amuse beaucoup. Et en fait, je trouve ça génial, en fait, de se dire, les gens, ils ont juste ça pour imaginer plein de choses. Ça, je trouve ça génial. Et donc, quand j'ai fait Vulgaire, ça m'a passionné de dire, en fait, je vais arrêter de parler, parce que je trouve j'avais été voir un spectacle, j'avais été une journée à Avignon où j'avais vu 8 spectacles et 8 humoristes. Et en fait, vraiment, j'étais là, dans 3 spectacles, il y avait le thème dont je parlais dans mon spectacle. Ça, ces thèmes-là aussi, je les ai abordés dans mon ancien spectacle. Ça, ce thème-là, je l'ai vu dans 4 autres spectacles la même journée. Et en fait, j'en suis sortie en me disant, mais en fait, on parle tous de la même chose et c'est hyper et là, en fait, de faire des blagues sur la bite de Rasputin, il y a pas beaucoup de monde qui le fait. Ah bah non. C'est plus niche. C'est plus niche. Ouais, là, j'ai vu personne le faire. Ouais, en fait, c'est ça m'a fait plaisir de décentrer, en fait. Ouais. Mais là, maintenant, j'aime bien recentrer sur moi. Mais tu peux recentrer avec des sujets qui sont originaux quand même, mais c'est dur, quoi. Ouais. C'est difficile. Et puis, en vrai,
tu peux quand même parler de sujets avec ton point de vue, peut-être, tu vois, je sais pas, ça permet d'avoir des sujets dont les gens ne parlent pas, mais tu peux, voilà, je sais pas. Bah, en fait, j'arrive quand même souvent à parler d'actu, malgré tout, tout en expliquant des trucs. Après, là, maintenant, je sens que... En fait, je trouve ça dur, mais je sais pas vous comment vous le vivez, mais de pas être dans le commentaire. Juste du commentaire sans intérêt dans ce qu'on vit, dans ce qui se passe dans la politique, dans tout ça. C'est hyper dur de pas être juste en train de faire trop nul. Voilà. Et en fait, c'est compliqué, je trouve, d'avoir du fond et de dire des choses intéressantes et intelligentes, quoi. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec Vulgaire, c'est qu'au final, j'expliquais des choses intéressantes à des gens sans, en n'ayant pas l'impression de d'être condescendant. Ouais, et en tout cas en disant que les gens ils en ressortent avec quelque chose forcément. Et c'est pas juste du commentaire qui va s'ajouter à du commentaire que tout le monde fait. Bah, c'est le plus dur, c'est de la pertinence. D'être drôle et pertinent, c'est ce qu'on essaie de faire. Et moi je suis pas tout le temps pertinente et pas tout le temps drôle, donc c'est ça qui est... Ouais, parfois si t'es très pertinent et que t'es pas drôle, malheureusement t'es obligé on n'est pas là pour ça, donc on est obligé de réadapter ou de supprimer complètement, ce qui est frustrant, tu vois. Est-ce que c'était l'objectif dès le début de dire bon, je fais un podcast et ça pourra marcher sur scène, ou c'est venu après Non, en fait moi j'ai vraiment fait le podcast pendant le confinement en me disant on verra, et en fait je m'étais pas donné de date de sortie. C'est-à-dire que j'ai commencé, je me suis dit vas-y, j'en écris un, j'ai fait écouter, on m'a dit je l'ai fait lire, on m'a dit c'est cool. OK, donc j'en ai fait un deuxième, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, OK, je pense que je peux en écrire un par demi-journée, je me disais. Bon, l'expérience. Après c'était plus un par semaine, on va pas se mentir, parce que quand tu veux vraiment parler des sujets approfondis, en fait ça se taffe. Et donc j'ai oublié la question. Non, est-ce que c'était déjà dans l'idée au moment où tu fais le podcast, je l'imagine déjà en spectacle sur non. Je veux le défendre. Et en fait, c'est en le faisant, mais très vite, c'est assez tôt que je me suis dit ok, je vais en faire un spectacle. Mais au tout début, non, l'idée c'était vraiment d'occuper mes journées et aussi de produire quelque chose sans objectif, sans me dire que j'allais sans obligation de production, d'être de productivité. Parce qu'en fait, je trouve que nous, ce qu'on fait, c'est on est obligé de tout le temps produire et tout le temps être efficace et se dire, bon, même ton bide, finalement, tu vas dire, j'ai bidé et je vais vous expliquer pourquoi. Tu vois, il y a un truc où t'es dans un... tout rentabilisé, quoi. Tout rentabilisé. Et là, en fait, d'un coup, j'avais un temps qui était, mais comme j'imagine vous, mais un temps qui était hyper long. Et à moi d'en faire ce que je voulais. Et il y a plein d'humoristes qui ont dit, moi, je vais faire des vidéos tous les jours. Et moi, je me suis dit, je vais pas y arriver. Je sais que je vais gâcher le truc. Et finalement, le fait de me dire, je fais un truc et on verra ce que ça sera. Et on verra si ça sort. Je pense que c'est ça qui a fait le succès du podcast. C'est que finalement, j'ai enlevé toute la charge à mon travail. En fait, toute la charge émotionnelle, la charge de rentabilité, la charge de... Voilà, juste j'ai fait quelque chose. Je pense que tu as privilégié une qualité à la quantité aussi, quoi. Ouais, j'espère. Ouais, ça sent, puis tu le fais avec passion et tout. Et donc, j'ai l'impression que ce confinement, il a fait du bien à pas mal de gens, quoi. Toi, ça t'a fait du bien ? Ouais. Pourquoi ? Ça m'a fait du bien parce que, à un moment, j'ai arrêté 10 jours complets. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire, tu vois. Et je me retrouve un peu dans ce que tu dis, dans le sens où je dis, j'étais parti sur faire des vidéos tous les jours, quoi. Tu vois, tous les jours, je voulais faire des vidéos et tout. En fait, c'est intenable. Et puis, la qualité est pas bonne. Tu t'amuses pas, c'est du travail. Donc, j'ai arrêté. Et puis, on vivait rien. Et on vivait rien, en plus, ouais. C'est ça aussi. Il y a un moment, t'as fait des blagues sur on applaudit. Les soignants, et en fait tu fais oui, mais en fait tout le monde l'a fait. Ok, tout le monde l'a fait. qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Mais en même temps c'est intéressant d'avoir ce vide. Je sais pas, toi t'en as ressorti quoi de ce temps? Je pense que de l'ennui on crée de l'ennui, tu vois, et donc c'est important de s'ennuyer. C'est vrai qu'on s'ennuie plus maintenant, on est toujours occupé, machin et tout. Et là on avait de l'ennui, et donc ça m'a permis de créer le format que je fais encore maintenant, où je joue plusieurs personnages moi-même qui se discutent entre eux, etc., machin. Et ça a sorti ça, ce qui est énorme pour moi. C'est un format que les gens adorent et tout, que je fais encore maintenant. Et toi, c'est pour le coup le podcast, tu vois. Donc je pense que c'était pour nous deux, j'ai l'impression que c'était une période qui nous a servi, quoi. Et qui me manque, moi, parfois. Ah ouais. Franchement, tout le monde, non? Tout le monde. T'as l'impression dans tes proches, tout le monde dit, on parle du Covid, une forme de nostalgie, quoi. C'est clair. Et aussi parce qu'on s'est dit, peut-être il y aura un avenir meilleur. Tu crois qu'il y avait une forme Moi, j'ai vraiment cru que le monde serait plus jamais pareil. J'ai vraiment cru ça. J'ai vraiment cru, ok, c'est fini, les gens ils vont comprendre, là c'est une trop grosse menace. Moi je me rappelle de ce moment où on marchait dans les rues et quand on croisait quelqu'un, on faisait comme ça parce qu'en fait on avait peur d'être contaminé parce qu'on allait mourir. On avait nos courses, t'imagines? Moi il y a un moment je suis pas sortie pendant 10 jours. J'habitais dans un 28 mètres carrés avec ma meuf. Et vraiment pendant 10 jours on n'est pas sortis.
parce que j'avais fait tous les menus, tous les repas et tout. Il y avait une chambre, un salon, et on changeait au milieu, parce qu'elle était en télétravail, et on changeait de pièce à la mi-journée, comme ça on avait l'impression on se voyait pas, comme ça on avait l'impression d'avoir notre vie à nous. Et en fait, je sais pas, moi vraiment, je me suis dit, c'est sûr, il va en sortir des choses bien, quoi. Ouais. C'est obligé, le monde là est tellement dans un truc de solidarité, tout s'arrête et tout. Et là, je me dis, En fait, c'est pire qu'avant. bah ouais, mais en vrai, ouais. Ouais, On a tout oublié et on se dit juste, voilà, c'était bien, on a fait du pain. Hein. Bah ouais. Et on devient des vieux cons, allez, vivement une bonne guerre. Mais là, c'est vivement un Covid, quoi. C'est ça. Une pandémie. Tu t'inspires du coup de ta vie de famille, toi, beaucoup pour parler des chroniques. Est-ce que t'es chroniqueuse chez France Inter toutes les semaines, c'est ça? Toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines. De ton spectacle aussi, du coup, maintenant. Bah, que je commence à écrire des trucs un peu, ouais. Ouais. J'aimerais bien faire un nouveau spectacle. Mais j'aimerais bien le créer à Saint-Brieuc, justement, là où je suis pas très marrante. J'aimerais bien le créer à côté de chez moi, quoi. Ouais. Pour pas partir. Et donc, ouais, bah là, tu l'as évoqué plusieurs fois et tout machin. Tu t'inspires de ton couple. T'es en couple avec. Donc, t'es lesbienne. Tu as adopté, c'est ça? Enfin, t'as fait une FIV, c'est ça? Non, pas du tout. On a fait une PMA. Une PMA. Okay. Donc, en gros, on a été en Belgique et Okay. on a acheté du sperme. Ok. On dit pas sperme, on dit paillettes. Et on a acheté des paillettes et on a fait une insémination. Donc, moi, j'ai aucun lien génétique avec mon fils, parce que on a eu un petit garçon il y a 1 mois. Demain, 1 mois. Et donc voilà, c'est une PMA. Mais donc, en fait, j'ai pas eu besoin d'adopter parce que la loi fait que j'ai juste à le déclarer. Ah oui. En fait, on a signé un truc de reconnaissance anticipée et un consentement à la procréation avant de commencer la PMA. Donc, en fait, ça a fait qu'à la mairie, je suis allée déclarer. C'est pas genre t'adoptes. En fait, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ok, ouais. d'accord. Et là, maintenant, il y a on a le droit. T'es mère de fait, quoi. Ouais, je suis mère obligatoire. Enfin, en gros, on a signé un truc qui disait que la prochaine fois que l'une de nous aurait un bébé, ce serait notre bébé à toutes les deux, quoi. Ok, donc, ouais. Et alors, voilà. Moi, ça me pose des questions. Tu me dis c'est trop intime. Non, vas-y, pas du tout. Comment tu choisis qui porte le bébé quand t'es 2 femmes? Franchement, ça va. Nous, ça a été au tout début, ça devait être moi qui portais, parce que d'abord j'en avais plus envie, parce que j'étais plus. Et moi, c'était vraiment un rêve d'être maman, pas d'être enceinte. Je m'en foutais un peu d'être enceinte, mais d'être maman, c'était un rêve. Et donc j'étais plus jeune, et puis j'en avais plus envie, et puis pardon, et j'étais plus vieille. Voilà, ça joue aussi. Et donc moi j'avais fait tous les tests et tout pour savoir si je pouvais le faire, et tout était ouvert, j'étais juste trop grosse. Et ils m'ont dit ça serait bien que vous perdiez 10 kilos, et j'en ai pris 30. Et t'as pris 30 kilos? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est quoi, c'est le Covid? En fait, j'étais grosse avant. Ouais. Après, j'ai fait un gros truc de perte de poids, donc j'ai fait un gros effort. Ouais. J'ai perdu beaucoup de poids, donc après j'étais mince, enfin à peu près. Et à partir du Covid, justement, mon rythme, avant je faisais énormément de sport et tout, et mon rythme de vie a changé, puisqu'en fait j'ai fait Vulgaire, plus gros succès de toute ma vie, et je suis passée d'une vie où j'étais sur scène tous les soirs, où je partais tout le temps, où j'étais tout le temps faire du sport tout le temps, à une vie devant mon ordinateur, sédentaire, à écrire dans mon canapé. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu un switch où moi j'ai eu un truc de ok, c'est foutu. Et une fois que je me suis dit c'était foutu, je suis rentrée dans le truc et Et t'as pris du poids. Et j'ai repris du poids. Et en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi. J'arrive pas du tout à reperdre. T'arrives pas et tu cherches des solutions? Non. Bah ouais, après, ça dépend. Des petits moments, je me remets des petits coups de allez, on y va. Et j'arrive à faire un régime pendant 3 mois. Et puis en fait, après, j'arrive plus. Et pourquoi on t'a dit de perdre 10 kilos, quoi? C'est une question de sécurité pour l'enfant? Alors, si j'ai bien compris, c'est un peu parce qu'ils disent quand t'es enceinte, tu vas prendre du poids. Okay. Et donc, comme t'es déjà. Mais en fait, ça se base sur pas grand chose. Il y a des femmes grosses qui tombent enceintes naturellement, et personne leur dit je pense que vous devriez avorter pour perdre des 10 kilos et retenter de tomber enceinte. Donc je pense que c'est un peu de la grossophobie médicale, mais en même temps je peux pas parce que je suis pas médecin et que j'en sais rien. En tout cas, on m'a dit ça serait vraiment bien que vous perdiez 10 kilos. Bon bah voilà, je l'ai pas fait. Et en fait, après ça, moi il y a eu France Inter où j'étais en quotidienne, donc en fait on n'avait pas du tout le temps. Plus là-dessus, j'étais méga stressée, donc autant vous dire que j'ai bu du coca énormément. Après, j'ai vu une hypnotiseuse, je bois plus de coca. Ah, c'est vrai, t'as été hypnotisée pour le coca? Ouais, j'étais hypnotisée pour le poids, mais ça a marché que pour le coca. Du jour au lendemain, j'ai arrêté, et maintenant quand j'en bois, ça m'ennuie. Alors que j'en buvais vraiment tous les jours de ma vie. Ah ouais. Et tu y allais pour m'aider, pour qu'elle m'aide à faire des bons choix. Et visiblement, pour moi, les bons choix, c'est le coca. Les aliments? Non, pas du tout.
Et c'est du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire du coca. Je peux pas te dire. Ok. C'était fou. C'est ouf. Et elle ressemble à Juliette Binoche, donc c'est trop marrant parce que du coup, tu te sens proche, quoi. T'as envie de lui faire confiance. Et donc, ouais, on t'a refusé. Enfin, donc en fait, non, ils m'ont dit, tout est OK. Vous, on a pu. Enfin, en plus, ils voulaient même pas me faire de stimulation parce qu'en fait, tu peux être stimulé avec des hormones et tout. Et moi, ils m'ont dit, non, pas de problème. Franchement, vous, on va juste mettre le sperme. Normalement, ça devrait marcher, quoi. Vraiment, c'est fertile, quoi. Fertilator. Okay. Et en fait, j'ai pris du poids et j'ai eu une grosse année chargée, très chargée. Ouais. Et puis en fait, du coup, j'ai fait moi tout un travail en me disant, en fait, Elisa, elle est plus jeune, elle est mince, elle a pas de problème de fertilité non plus. En fait, peut-être que ce serait plus simple que ce soit elle. Et donc, elle a fait son chemin aussi, parce que c'était pas forcément une évidence pour elle aussi au tout début. Ouais. Et quand on a commencé, et quand France Inter a arrêté ma quotidienne, et ils ont dit, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Lisa, je dis OK, on y retourne. Et ça, c'était en 2024. Et voilà, et donc là, maintenant, il est né là. Et alors, mais parce que ça peut être un choix aussi de sa part de dire, en fait, j'ai pas envie d'être enceinte. Si elle avait pas eu envie d'être enceinte, on aurait aurait trouvé des solutions autrement. Ouais. J'aurais peut-être été obligée de maigrir, je sais pas comment j'aurais fait. Ouais. Mais parce que c'est un sujet, c'est aussi le poids, tu vois, à des échelles différentes, hein, tu vois. Je me retrouve un peu. Alors moi, je suis moins en surpoids que toi, évidemment, mais je me retrouve dans le sens où j'ai du mal j'ai des objectifs et j'ai du mal à m'arrêter de bouffer. Et puis les rythmes de vie sont différents. Parfois, ça impacte sur ton corps. Nos travails aussi ont un impact là-dessus. Déjà parce qu'on nous propose de la macédoine et du saucisson partout où on va. Enfin, c'est quand même fou, quoi. J'adore la bouffe, tu vois. Et moi, j'arrive à une loge, il y a des M&M's, putain, mais c'est horrible, quoi. Mon frère, t'arrives quand même à toi je fais beaucoup de sport. Oui, et puis rien que le fait sur ta fiche, bon, je sais pas si tu le dis, mais dans tes loges, enfin, quand même, tu te demandes. Oui, j'enlève. Pas de conneries, pas de M&M's. Mais moi aussi, je demandais ça change rien. Hein. En fait, je peux l'acheter à la gare. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, y a pas. Tu t'enlèves des pièges, mais ton cerveau. Évidemment. Et en fait, là, il y a tout un truc en ce moment sur l'Ozempic. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros maintenant il y a des piqûres qui sont normalement réservées aux personnes diabétiques et qui sont en fait coupe-faim et voilà. Et les États-Unis non c'est ça. Ouais. Et en fait il y a tout un courant là. Toutes les stars américaines elles sont toutes en train de maigrir. Vraiment tout le monde. Et en France ça commence aussi. Ouais. Et en fait le truc c'est que c'est extrêmement dangereux en fait. Aujourd'hui on sait pas dans le temps comment c'est. On injecte un truc pour une maladie. Bon, bref, moi j'ai décidé, je fais le choix de ne pas en prendre. Et pourtant, il y a une copine qui m'a écrit, qui elle en prend, elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça ? Ça changerait tellement ta vie. Et en fait, ça me changerait la vie de perdre du poids, ça je le sais. Après, voilà, je suis comme ça, faut aussi que je l'accepte. Et puis j'ai toujours été comme ça, donc à un moment, c'est peut-être qui je suis et voilà. Mais aussi, moi, ce que je trouve fou, c'est ce qu'ils disent, enfin, les gens qui prennent de l'Ozempic, que ça leur enlève la voix dans la tête qui leur parle que de la nourriture. Et moi, j'ai tout le temps cette voix. Moi, quand j'arrive dans une pièce, je me demande qui a mangé, ce que je vais manger, comment je vais faire pour le manger. Et ça vous fait ça ou pas ? Moi, s'il y a un buffet, je vais dans ma tête, je parle aux gens et la voix dans la tête, elle est là, reprends un. Mais c'est horrible, mais vraiment. On était au buffet de Narbonne ensemble, je sais pas si tu es allé au buffet de Narbonne. C'est à Narbonne ? Oui, c'est vraiment l'intitulé de ce buffet. Et vraiment, il n'y a qu'un seul buffet à Narbonne. En fait, ils n'ont pas de flunch, ils n'ont rien, c'est un seul buffet. Pourquoi il est connu ? Parce que c'est un buffet un peu, à volonté, un peu gastro à Narbonne, etc. Il y a des bus qui arrivent de partout. On était là-bas avec Franjo. Mais j'ai vu, tu vois, dans nos regards, des bus tu vois le regard qui switch. Et là, dans ta tête, c'est Tetris. Comment non, mais tu vois des gens en switch, tu vois, t'es là, et puis c'est à volonté. Tu vois l'humain, le regard qui change, etc. Non, la bouffe, c'est compliqué. La montagne de foie gras. Et surtout dans nos tafs où tu peux finir tard et tu peux. Je sais pas si toi, tu préfères manger avant de jouer, typiquement. Moi, je préfère manger après. Tu vois, voilà, donc c'est. Parce que sinon, tu montes sur scène avec. Voilà, donc c'est toute une organisation, quoi. Non, et puis moi c'est tout le temps là dans ma tête, tout le temps. Et il y a plein de gens qui disent ouais, t'as qu'à faire un peu de sport et ça, mais en fait, par ailleurs, là maintenant je fais plus trop de sport, mais en fait j'ai été grosse en ayant fait du sport tous les jours aussi. Enfin, c'est pas ça en fait, c'est quelque chose dans la tête. Et moi j'ai l'impression que c'est, en tout cas moi quand j'entends des gens parler d'addiction, en fait vraiment moi je pense que j'ai une addiction
à ça, à la nourriture. Et il y a Juliette Katz qui a fait un truc il y a pas longtemps en disant qu'en fait, elle avait réalisé que ce qu'elle avait, c'était un trouble alimentaire, en fait. Et moi, je me disais, non, j'ai pas de trouble alimentaire parce que je suis pas boulimique, je suis pas anorexique, donc j'ai pas de trouble alimentaire. En fait, je pense que c'est un trouble alimentaire de tout le temps penser à la nourriture et de tout gérer, toutes ses émotions avec de la nourriture. Je pense que c'est un trouble, évidemment. Je pense aussi, ouais. Moi, j'ai ça, je me reconnais là-dedans. Dans le sens où ma vie, 3/4 du temps, c'est comment je vais bouffer, à quelle heure. La vie des gens. J'ai l'impression que moi, mes potes, quand ils se rejoignent, c'est pour bouffer, quoi. Enfin, un brunch, un goûter, on se rejoint. Tu vois, il y a toujours de la bouffe quelque part. Même dans oui, un mais bar. il y a la vie des gens normaux et qui pensent à autre chose, tu vois. Et il y a ceux qui sont vraiment, qui sont addicts en fait à ça, tu vois. Genre vraiment, comme tu dis, tu rentres dans une pièce, tu dis qu'est-ce que je vais bouffer. Ouais. Et si je vois un truc que j'aime, un pépito, putain, je ne peux pas me concentrer, il faut que je le bouffe. C'est abusé, quoi. Alors bon. Et du coup, ça te fait ça aussi un peu? Oui. Ouais, non, moi j'ai un rapport à la bouffe. Après, je suis en yo-yo. Dans ma vie, je suis en yo-yo. Mais la bouffe, c'est vraiment. Je te dis vraiment comme ça. J'ai fait un geste qui représente pas du tout le yo-yo. Je suis en Ouais, yo-yo. Mais je suis omnibulé à des moments dans ma vie par la bouffe. Ouais. Je pense que je vais penser. Quand j'ai faim, typiquement, ma mère, elle sait que quand j'ai faim, mon humeur change. Je pense que, tu vois. Ah ouais, lui, quand je pars en tournée, après la scène, il peut aller taper un tacos. J'ai faim, tu vois, il y a un côté énorme. Ouais, quand t'as faim. Mais des fois, c'est pas la faim en plus. Parce qu'on parle de faim. C'est l'envie de manger. C'est l'envie de manger. Tu vois, c'est pas pareil. Tu peux combler l'ennui ou tu peux. C'est juste la satisfaction de manger, quoi. Mais ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est que nous, on est dans des métiers d'image. Et que donc, quand on monte sur scène, ça dit des choses de nous. Et du coup, on est tout le temps aussi on est tout le temps amené. C'est pour ça que j'aime autant le podcast, en fait. C'est qu'on est tout le temps amené, normalement, à se voir. En fait, là, on va se voir. Là, on se voit. On va faire des trucs sur les réseaux. Les gens vont nous voir. On va publier tout le temps des choses de nous. Donc, en fait, on est tout le temps confronté à notre physique. En vrai, dans la vraie vie, les gens, ils sont pas aussi confrontés à ce à quoi ils ressemblent. Mais les commentaires sont sans appel. Hein. Enfin, toi, tu disais qu'on te traitait de moi, grossier moche. Moi, je suis à l'intersection de toutes les luttes. C'est-à-dire que je suis lesbienne, je suis grosse, je suis une femme. Voilà, merci. Donc, vraiment, c'est vraiment genre... les gens, ils sont là. Il y a tellement de trucs à dire. Mais au moins, ça va créer de l'engagement. Ah bah, ouais, première fois que c'est arrivé. Ça m'intéresse parce que t'as dit tu lis pas les commentaires, t'as jamais lu ou t'as commencé à lire? En fait, il y a une fois, j'ai fait un truc, j'avais fait un truc pour, on parlait d'urbain, j'avais fait un truc pour Topito, où j'avais raconté une fois où j'avais couché avec un gars et comment ça s'était passé. J'avais fait des blagues dessus et là, mais je pense que j'ai reçu des messages, mais c'était ça a duré 5 jours. 5 jours pleins où je me suis fait insulter tout le temps. Le pire que j'ai reçu, c'est pendant cette vague de tempête de trucs de merde, où il y a un gars qui m'a envoyé un message et je voyais j'aime trop ce que tu fais, enfin un truc vraiment hyper gentil. Et en fait, je me suis dit, enfin, quelqu'un de sympa, et j'ai ouvert. En fait, ça, c'était le premier message, et le deuxième message, c'était, j'ai envoyé le premier message pour que tu vois ça et que tu ouvres ce message, mais je voulais vraiment te dire que t'es vraiment qu'une grosse conne, et que t'es vraiment horrible, et t'es hideuse, et en fait, c'était vraiment un truc, t'imagines la perversion? Et je sais que c'est Jérémy qui a 14 ans dans sa chambre. Enfin, tu vois, je le sais, mais ça, c'est un truc tellement violent. Et moi, je racontais donc que j'avais couché avec ce gars. Et il y avait une meuf qui disait, tu te rends compte, tu racontes presque qu'il t'a violé. Mais tu te rends compte que dans presque, ça veut bien dire que je ne raconte pas qu'il l'a violé. Donc, tu vois, et en fait, tu te dis, mais c'était tellement de violence et tout que maintenant, ça m'arrive de regarder les commentaires. Mais c'est pour ça que j'aime bien le podcast, parce qu'en fait, les gens, c'est pas les gens qui commentent, c'est pas les gens des réseaux. Et il y a plein de gens qui disent que nos métiers aujourd'hui, c'est forcément faire de la vidéo pour remplir nos salles et tout ça. Ben, moi, je remplis pas mes salles, mais. Mais ça va venir. Mais j'en sais rien. En fait, j'ai 40 ans, hein, dans un mois. Mais le deuxième spectacle, je suis sûr que ça va remplir. Mais ça sera déjà le 4e. Mais enfin, le prochain. Le prochain, j'en sais rien, mais en fait, en tout cas, je sais que. Je suis pas prête à me confronter à cette violence-là tous les jours, quoi. Et donc, ça fait que ça enlève une sorte de créativité, je pense. Aussi de se dire. Ouais, ça finit. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on m'insulte tout le temps. J'ai envie de pouvoir me regarder. Et puis j'ai envie, de vivre le truc sainement, parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est fou, en fait, de voir un déferlement de haine qui n'existe pas dans la vraie vie. J'ai l'impression que c'est, comme tu dis, un peu sectorisé, dans le sens où
où il y a du public qui va écouter le podcast, qui va pas être amené à commenter, évidemment, parce qu'on nous voit pas, puis ils s'en foutent, ils vont juger sur les propos. Donc c'est, pour moi, le haut du panier. C'est quand même, t'es quand même un peu en train de flatter tes auditeurs et tes auditrices. Moi, j'ai très peu de gens qui m'écoutent, j'ai beaucoup de gens de Facebook, de YouTube, pardon. Ah oui. Justement, j'allais le dire. Et tout en dessous, désolé les gens de Facebook, il y a quand même Facebook. Pour moi, les gens de Facebook sont devenus assez hardcore, là. Là, il y a, Facebook, c'est des vieux, déjà. C'est les publics un peu plus âgés, tu vois. Alors, j'ai beaucoup de gens de Facebook, dans le lot, évidemment, il y a, et heureusement, une extrême majorité de gens intelligents, mais Facebook laisse la parole à des gens, tu te dis, mais... quand tu les vois parler, tu dis, il faut leur interdire l'accès aux réseaux sociaux, quoi. Mais en même temps, sur YouTube, ils ont l'intégralité de ce qu'on dit. Sur Facebook aussi, c'est des extraits. Ouais, mais tu vois, sur Instagram, il y a des extraits, mais je les trouve moins cons. Quand même. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie. En fait, je vais même pas sur Facebook, je vais plus sur Facebook, j'ai même plus les codes, je ne sais plus comment y aller. Ce qui est problématique parce que je dois aller sur Facebook pour gérer les trucs et je peux pas. Quand je cherche des vidéos et tout pour bosser, je peux pas. Donc mais il y a des communautés qui sont plus ou moins bienveillantes. YouTube sont très cool. Sur Facebook, j'avais fait une vidéo sur Stendhal, pardon, et sur Le Rouge et le Noir, donc le bouquin Le Rouge et le Noir, que j'ai pas du tout aimé. Et donc j'avais fait un vulgaire dessus, donc j'en ai fait un extrait vidéo. Sur Instagram, ça a cartonné en genre génial. Sur Facebook, mais je me suis fait insulter pendant des mois. Non. Et en fait, mais j'étais là, mais pourquoi vous continuez de m'insulter pour un bouquin le gars est mort il y a des centaines d'années. Laissez-moi tranquille. Et en fait, je me disais, mais pourquoi? Et c'est Facebook. Non, c'est Facebook, ouais, je trouve qu'il y a un paquet de teubés. Hein, voilà. Moi, j'essaie de les supprimer, mais Facebook fait mal le taf aussi. Hein. T'as des insultes très très vite et Facebook, je sais pas, ne sanctionne pas. Donc j'ai l'impression que quand même, on est une génération, parce que là, en fait, c'est hyper récent, le modèle des réseaux comme on connaît maintenant. J'ai l'impression qu'on prend de plus en plus de distance vis-à-vis des commentaires. Il y a de moins en moins d'humoristes qui sont choqués, en vrai, des commentaires méchants, tu vois. De plus en plus. Je sais pas. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression qu'on commence à intégrer le fait que c'est un autre... Peut-être que je suis marginal à ce niveau-là, mais moi, j'ai l'impression que j'arrive à me dire, c'est de la distance. Moi, je reçois des trucs, des fois, je sais pas, je vais faire une vidéo sur de l'amour. J'ai rentre dans ton pays. Gratuit. Mais après t'as qu'à me bloquer après, mec. Je suis désolé. Tu sais, moi j'avais une vidéo, c'est un concept où je fais un truc avec une meuf et tu sais, je fais un regard cam et je fais, à ce moment-là, j'avais 3 possibilités. Et j'avais le même commentaire souvent qui était, mais il y a quand même une 4e possibilité, rentre dans ton pays. Ah non. Et ça, c'est marrant, tu vois. Ça, tu dis, bon. Et surtout qu'ils sont plusieurs à avoir eu l'idée, tu dis, tu vois, il y a un petit côté artistique, ça on aime. Mais tu vois ce que je veux dire sur la distance aussi enfin, j'imagine qu'on prend pas les mêmes choses il y a 6 ans que maintenant, tu vois, on arrive à se dire, tu vois, est-ce que tu commentes, toi, dans la vie? Non. Tu vois, on commente pas. Toi, tu commentes des choses? Non. Voilà. Sauf pour dire, il y avait une 4e possibilité. Donc voilà, quoi, il y a un peu ce truc. Mais donc, en tout cas, juste pour revenir sur vous, comment vous vous percevez quand vous regardez vos vidéos? Est-ce que vous regardez? Alors oui, en effet, moi on est obligé. Effectivement. En effet, on est obligé parce que je fais le montage de mes vidéos. Madame Salamé. Ouais. Mais c'est vrai que on regarde les commentaires et c'est vrai que s'il y a des commentaires sur nous, ça va influencer sur le regard qu'on porte sur nous en fait. C'est con, hein. Mais je pense que même physiquement et tout, t'as un rapport genre à ta voix, à ton physique où t'as du mal à te regarder, où tu t'es intégré, genre tu t'acceptes. Au début j'étais horrible, au début ma voix horrible. Maintenant je me dis c'est bon, ça me fait ma différence, tu vois. Mais au début c'était je pouvais pas m'entendre quoi. Mais à force t'es obligé de le faire. Et puis là t'as des commentaires, tu vois, sale chauve, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Rentre dans ton pays des chauves. Rentre dans ton pays des chauves. Voilà, je sais pas, toi t'as des commentaires sur ton physique? Moi il y a des commentaires. Mais on peut en faire si tu veux. Sur mon physique. Mais je te jure, moi je prends de la distance parce que je me dis quand même, il y a quand même. Moi j'ai la présence d'esprit de me dire. C'est que ça fait partie des gens qui mettent des commentaires. Moi autour de moi il y a très peu de gens qui mettent des commentaires, dans nos amis, etc. Et je me dis quand même, sur des vidéos d'humour, la personne qui met un petit truc sur le physique, je te parlerai pas dans la vie, tu vois. Donc j'essaie je le retire ou je l'enlève, j'ai de la distance. Après, peut-être un jour où t'es moins bien luné, ça te fait du mal. Mais je me dis que c'est peut-être horrible, hein, mais c'est comme si ça existait pas, quoi. C'est comme si c'était pas un humain qui me parle.
Alors que surtout que maintenant, ils se cachent plus. Maintenant, tu peux avoir Sandrine avec ses 2 enfants, elle met un truc horrible. C'est ça qu'on ne dit pas. Avant, ils étaient anonymes. Mais moi, ça me blesse quand c'est des femmes. Quand c'est des hommes, je m'en fous. Mais quand c'est des femmes, je me dis, mais la sororité, meuf. Ouais. Et en fait, d'où tu parles? Ah oui, donc le profil, bah oui, ça joue, évidemment. Alors que moi, ça me blesse plus si c'est une meuf. Parce que... Mais peut-être que c'est parce qu'on est attiré par les meufs. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, merde, putain, je suis vraiment moche au jeu des meufs, quoi. Tu vois, Toi, en même temps, t'attires pas mal les foudres, les haters, parce que j'ai envie de dire, tu cherches. Comme tu dis, t'es lesbienne, t'es une femme humoriste. Je cumule. C'est vrai. Parce que là, tu parlais d'attaque sur le physique. Est-ce qu'on t'attaque sur tes idées aussi? Alors attends, il y a un site internet d'extrême droite qui m'a classée en tant que lobby LGBT de service. Ok. Donc moi je suis trop contente parce que c'est vrai. La promo, quoi. Ils m'ont bien cerné. On peut dire le site ou pas? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un Sûrement truc qui... Valeurs Actuelles ou un truc comme ça. Non, c'est un autre site, je sais plus ce que c'est. Mais en fait, c'est à la fois extrêmement bien précis. Enfin, j'en ai fait une chronique dessus. En fait, c'est à la fois extrêmement précis parce qu'ils ont écouté des vraies interviews de moi, des trucs d'il y a 10 ans. Et donc, ils ont vraiment des détails, genre mon collège et tout ça. Enfin, vraiment, il y a des trucs très précis. Ils ont travaillé plus. Et en même temps, pas du tout précis. Ah ouais. Genre, par exemple, moi, à un moment, j'ai incarné un personnage qui s'appelait Océane Rosemary et dans un spectacle qui s'appelait La lesbienne invisible. Et donc, j'étais la lesbienne invisible, mais c'est un spectacle qui avait été écrit par l'humoriste Océan. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Qui a fait une transition. Exactement. Et en fait, Océan, son nom, c'est Océan. Mais eux, ils l'appellent Océan Getty. Et je pense qu'ils l'appellent Getty parce que c'est sur Getty Images qu'ils ont dû... Non. C'est du génie, ça. Je pense. Et donc, en fait, c'est à la fois précis et à la fois faux. Océan tellement Getty faux. Et Marine Google. Google Images. Mario JPEG. Non, c'est pas... Ah ouais, c'est... Et donc, quoi, ils t'ont comment dit, érigé en tant que étendard des LGBT. LGBTQIA+, de service, et tout en expliquant bien ce que c'est qu'LGBTQIA+, mais en étant offensant, évidemment, hein, c'est pas très... Mais en fait, je sais pas comment te dire, c'est très bien fait tout en étant très mal fait. C'est vraiment... tout est rien à la fois, c'est vraiment formidable. Donc oui, ça aussi, je me le prends un peu... Mais en fait... Oui, c'est... En fait, moi, pour le coup, j'avoue que j'essaye de vraiment... pendant très longtemps, en fait, j'ai essayé de faire de l'humour en cachant mon orientation sexuelle parce que je pense que j'en avais honte à l'époque et que j'avais honte de qui j'étais et puis j'étais pas prête à le dire à tout le monde, à toute ma famille et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je le dis parce que je sais à quel point, en ayant fait notamment ce spectacle-là, La lesbienne invisible, à quel point il n'y a pas de visibilité, à quel point, moi, j'ai des copains qui m'ont dit, une copine qui m'a dit, non, mais c'est vrai que tu te rends pas compte, il y a toujours un personnage gay dans les films. C'est bon, quoi. En fait... On existe et nous ça nous fait du bien en fait d'être représentés parce qu'avant on n'était jamais représentés. Donc en fait elle dit ouais mais c'est souvent des clichés. Ouais mais c'est aux gens d'écrire des meilleurs scénarios et des meilleurs personnages. Ouais. C'est pas à nous en prendre, genre on devrait pas exister parce qu'on est mal écrit quoi. Bien sûr. Ouais. Donc alors bon parfois on peut dire qu'il y a attention à ce que tu vas dire. Non parce que tu sais il y a le cliché des séries Netflix où on fait des quotas pour tout le monde. Ouais. Donc, mais en même temps Disney ouais. En même temps, oui, c'est sûr, il y a des quotas pour tout le monde, mais en même temps, quand tu te vois jamais. C'est vrai. En fait, de te voir une fois de temps en temps. Oui, moi, vrai, des lesbiennes, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait Amélie Mauresmo, c'est tout. Mais c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, je vois les enfants qui grandissent avec des représentations. Même là, moi qui fais petit vulgaire, on m'écoute à partir de 4-5 ans. Enfin voilà. En fait, je me dis, moi, je leur dis juste que j'ai une amoureuse et que mon amoureuse, elle a eu un bébé et que c'est notre fils. Mais en fait, ça ouvre une possibilité pour ces enfants-là. Ouais, bien parce sûr, que ça existe, en fait. Et si on existe, du coup, ça va rendre ça plus simple pour des tas de gens. Oui, parce que ça peut-être évite à certaines personnes de refouler toute leur vie par peur de ne pas être acceptées, etc. Tu vois. Moi, j'ai rencontré une femme, je l'avais rencontrée, elle avait 45 ans. Et moi, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Et elle m'avait expliqué que le jour où elle a réalisé qu'elle était lesbienne, elle comprenait pas parce que elle savait pas que ça existait. Ouais, donc, en fait, quand t'imagines, tu découvres un gros truc. C'est comme. Je vais pas faire cette blague. Vas-y, dis. Non, pas du tout. Je ne vais pas la faire car c'est vraiment pas la lumière. C'est comme. Voilà, le teaser. Si vous voulez voir la blague. En fait, quand tu dois créer ta propre homosexualité ou quand tu dois créer ton truc et que tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. En fait, c'est tellement vertigineux
que je pense que ouais, c'est bien qu'il y ait de la représentation, c'est hyper important. Et moi, j'aurais aimé grandir dans un endroit où ça existait, quoi. Ouais. Et où c'était simple et où c'était facile. Ça aurait, je pense, rendu ma vie amoureuse et ma vie ma vie tout court, en fait, beaucoup plus fluide. Depuis que je dis qui je suis vraiment sur scène, je perds beaucoup moins de temps, quoi. Bah, moi, la critique que j'entends, c'est pour ça que je disais que parfois il y a des gens qui veulent tout représenter en même temps, donc c'est mal fait, tu vois. Oui, bien et sûr. on dit là, tu vois, une série Netflix où il y a absolument tout et tu t'y crois pas. En fait, il y a un problème. C'est juste que c'est mal fait, mais après la représentation en soi, c'est pas un problème si c'est bien fait, crédible, si le scénario est bien écrit, etc. Je suis d'accord avec toi. Moi. Là, du coup, t'es porté, t'es haï par la droite, évidemment. Quand t'es lesbienne et que t'es forcément tout de gauche ou Oh non, il y a plein de lesbiennes de droite. Hein. Il y a des lesbiennes de droite. Mais il y a des gays de droite, des extrêmes droite. Ce qui, moi, me surprend énormément, mais... Parce qu'en fait, tu peux être pro-LGBT et pas aimer les Arabes, en gros. Bah ouais. C'est ça, en fait. Toi, tu te... Mais moi, j'aime bien les Arabes. Hein. Toi, t'aimes les Arabes. Je tiens à préciser. Toi, je m'appelle Marine, mais vraiment, c'est la seule identification. Toi, tu t'identifies évidemment plus à gauche. Ah oui. Ouais, je suis de gauche. Après, où exactement dans la gauche, ça, c'est une autre histoire, mais je crois que en même temps, qui de gauche aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, c'est difficile de dire, de trouver une personne qui nous représente complètement. Ouais. Mais moi, je suis de gauche. Ça, Ouais. Non, t'as raison de mettre une nuance et de dire si ton orientation sexuelle pas forcément te catégorise pas forcément à droite ou à gauche. Ouais. Mais comme cela dit, je dis oui, exactement, bien sûr. Il y a des rebeux qui votent Zemmour. Hein. Non, mais il y en a. Dans chaque cité, t'as des mecs de cité qui votent Le Pen, t'as tu vois, des choses, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup plus nuancé que, justement, on a l'impression que t'es rebeu, tu votes. Non, il y a des mecs en cité, t'as des mecs. Fois, j'étais avec un chauffeur Uber, il m'expliquait pourquoi Zemmour c'était bien et pourquoi il aimait son discours, tu vois. Et tu l'écoutes et. En fait, ça dépend en plus sur quel sujet tu tables, etc. Mais il y a des ponts, tu sais pas, tu vois, c'est beaucoup plus nuancé que ça, quoi. Tu penses qu'en étant, genre, que tu t'affiches à gauche, est-ce que tu reçois plus de haine qu'en s'affichant à droite ? J'en sais rien. J'ai pas d'avis, je sais pas. Parce que je me suis posé la question tout à l'heure dans le train, je me dis, parce que je suis tombé sur ta chronique sur la grossophobie et tout, et donc je me dis, est-ce que c'est plus difficile de s'afficher à gauche parce que du coup, les gens de droite t'envoient de la haine vénère, ou est-ce que c'est l'inverse ? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ouais, je sais pas du tout. Parce que... Non, j'en sais rien. Ouais, en fait, c'est des façons de voir le monde et de... C'est peut-être nul comme question. Non, c'est pas nul. J'ai juste pas de... En tout cas, j'ai l'impression que toi, tu suscites beaucoup d'engagement, quoi. C'est pour ça que tu m'as invité, c'est pour... Non, parce que t'avais invité ma mère aussi. Que tu travailles souvent avec Marie dans Please Stand Up. Très, très amie. Ouais. Donc, Marie qui me dit beaucoup de bien de toi. Elle m'a dit, tu devrais l'inviter. Je dirais carrément. Ouais, Marie, c'est presque grâce à elle qu'on a un enfant. C'est vrai ? Bah oui. Non, faut pas exagérer. Non, mais parce qu'elle a été mettre une bougie pour nous à Notre-Dame. Ah, tu vois. Alors, faudrait peut-être pas dire ça aux prêtres. Il y en a qui vont peut-être pas kiffer. mais du coup, elle l'avait fait et c'était touchant. Enfin, ça me touche. Ouais. Moi, je suis pas croyante, mais je trouve ça. Ouais. Non, Marie, je lui avais dit, je veux bien quand même que tu y ailles. Parce que moi, je suis pas croyante, mais dans le doute, on sait jamais. Comment tu définirais, parce que t'en parlais, comment tu définirais du coup ton public ? Parce que ils viennent d'où ces gens ? Je sais pas. Tu sais pas ? Je peux pas te dire. Parce que les gens tombent pas sur moi par hasard. En écoutant les podcasts. Ouais. Tu vois, c'est pas comme YouTube où ça t'amène une vidéo, ça t'amène un autre truc. Non, t'as ton podcast et après ils te font écouter tous tes podcasts et puis voilà, c'est pas les mêmes algorithmes. Je peux pas te dire qui parce que je suis pas une, justement, en vrai, je suis pas une tête de file des LGBT en vrai. Je suis pas t'es pas l'étendard non, en tout cas, je suis pas c'est pas à moi, tu penses une humoriste lesbienne, tu penses pas forcément à moi en premier lieu. Non, c'est vrai. Tu penses d'abord à une humoriste. C'est-à-dire une humoriste tout seul. Non, parce que souvent, il y a ce défaut dans l'humour de prendre des filles parce que c'est des filles, tu vois. Oui. Et toi, on te prend parce que t'es marrante. Enfin, t'es très efficace sur scène. C'est gentil. Non, mais en vrai, c'est une triste réalité, mais parfois, et les filles sont des quotas.
tu vois. Oui. Parce que c'est rare. Et en fait, t'es très efficace. Donc oui, c'est gentil. Moi, j'avais vu retourner le fridge, ça m'avait choqué. Ouais. La fois où tu m'avais suivi en vélo après. Ouais, après je t'ai suivi en vélo. Je dis, t'as beaucoup de talent. Lâchez-moi, monsieur. Vélo. Je pensais pas que tu te souvenais de ce moment. Si, je me rappelle. C'est pas souvent qu'un homme me court en vélo après. Je dis, bah ouais. Et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais là, tu m'avais vu, c'était des mots. Bah, en fait, quand j'ai rien à vendre, je suis efficace. Quand j'ai rien à vendre, je suis très efficace. Quand j'y vais, juste parce que j'y vais. Tu vois. Mais quand j'ai un spectacle après derrière, c'est toujours. Moi, j'adore faire de la radio et tout. C'est vrai que j'adore la liberté qu'apporte la scène. Moi, j'aime bien présenter les soirées. J'aime bien. Ouais. Tu présentes les soirées. Mais je sais pas si je dirais que je suis quelqu'un de très efficace. Je pense que je suis très efficace en présentation. Ouais. En mots sur. Bah, t'as une très bonne répartie. C'est genre quand tu parles aux gens, du tac au tac, ça frappe. Et je sais pas, et puis t'es hyper à l'aise, quoi. On voit que ça fait 15 ans que t'es là, quoi. La vieille. La vieille. Mais du coup, je fais plus de plateau. Enfin, je fais plus de plateau. J'ai plus au Fridge. Moi, j'ai commencé au tout début du Paname. Moi, j'ai commencé à l'époque où quand tu jouais, il y avait qu'une soirée et t'avais un repas après. Tu mangeais au Paname à l'époque. Vous imaginez, on avait vraiment le temps qu'on voulait. C'est ouf. C'était il y a longtemps. Et ça te manque pas du tout, du coup, de les comedy clubs? En fait, c'est plus la même façon de travailler que. C'est plus la même chose que quand moi j'ai commencé, en fait. C'est plus le même travail. La dernière fois que je suis allée au Fridge, justement, j'avais présenté des soirées. Et en fait, moi, je pensais que j'allais passer une bonne soirée avec plein d'humoristes que je connaissais. En fait, je suis arrivée, je connaissais pas les gens. Et en fait, j'étais toute seule toute la soirée dans la loge, parce qu'en fait, les gens, ils viennent, ils font leur passage, ils se barrent, ils ont un autre plateau. Moi, j'ai commencé, c'était pas mal. C'est pas comme ça que j'ai fait ce métier. Et en plus, après la scène, elle s'est fait suivre. Par un gars en vélo. C'est ça le pire pour la soirée. Mais en fait, c'est pas comme ça que moi, j'ai appris mon métier. Donc en fait, c'est intéressant de voir comment ça change au fur et à mesure ce métier-là. Mais aujourd'hui, j'ai hyper peur de faire des plateaux. Parce que je sais pas si j'ai cette légitimité que t'as ou... Déjà, un truc aussi de me dire, est-ce que je suis assez efficace pour... Si. Bah oui, mais parce que tu m'as vu avec un truc que je faisais depuis 3 plombes. Oui, mais... Quand tu joues ton passage de 86, évidemment, t'es efficace, hein, tu vois. Mais... Non, mais... je pense que si tu écris des nouvelles choses et tout, évidemment, ça va mettre quelques passages avant de regagner en efficacité, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. En fait, maintenant, là, j'ai un plaisir maintenant à faire des trucs en one-shot. À faire des trucs genre... Ouais. On verra ce que ça donne et c'est pas grave si ça foire et puis en fait, je le tente. Ouais. Et ça, c'est le podcast qui m'a apporté ça, je pense. Et j'adore, me dire, bah tiens, aujourd'hui, on va faire ça et on voit quoi. On verra où ça nous mène et de toute façon, je le referai peut-être jamais et ça, j'aime bien, J'aime bien faire ce truc. Avec tous les casquettes que t'as, t'es plus légitime sur quoi, toi? Parce qu'il y a autrice, podcasteuse, tu vois, comédienne, humoriste. Mais je sais pas. Mais ma psy, elle m'a dit là cette semaine qu'elle pensait que j'étais TDAH. Et je pense que c'est ça, il faut que je m'identifie à ça. Je viens de sortir une vidéo sur TDAH. Moi, ça m'a saoulé quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je pense que vous êtes TDAH. J'étais là, mais non, putain, putain, moi aussi. Mais comme tout le monde là, putain. Ça, TDAH, c'est un sujet. Parce que évidemment, il y en a qui sont vraiment atteints de. Parce que toi, t'es TDAH aussi? Non, moi non. T'es comme moi, tu dis non, mais en fait, en vrai. Ah. T'as pas fait de test, quoi. Bah, quand tu regardes les symptômes, j'ai tout, mais en fait, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. C'est quoi les symptômes? C'est genre, t'as du mal à te concentrer, il y a des choses qui pop dans ton cerveau tout le temps, c'est quand tu scrolles trop TikTok un peu, tu vois. Sauf que les vrais TDAH, c'est ça fois 50, et ils arrivent pas à en vivre, tu vois. Ils arrivent pas à terminer c'est une vraie souffrance, tu vois. Et moi, j'ai fait une vidéo là-dessus où je moque de ceux qui sont TDAH, enfin, qui se pensent TDAH alors qu'ils le sont pas. Il y en a beaucoup, en fait. Parce que c'est l'effet Barnum, tu sais. Genre, c'est des lieux communs. Tu vois, j'oublie un rendez-vous, t'es TDAH, tu vois. Donc, tout le monde a déjà oublié un rendez-vous, en fait. Donc ouais, je compare à ça à l'astrologie. Ouais, il y en a plein qui l'ont mal pris, tu vois. Parce que tu touches pas à une souffrance, quoi. Ça peut invisibiliser un peu ce handicap qui est pas forcément visible. Et là, je me suis pas fait que des amis sur le TDAH.
Imagine si t'étais grosse. Et arabe. Et lesbienne. Là, je cumule. Du coup, t'as eu un garçon. Marrant, j'ai vu un truc, une question. Est-ce que vous avez... Non, c'est toi, t'avais fait une chronique là-dessus, une très bonne vanne. Quand t'as dit, est-ce que tu voulais aller l'éduquer comme un féministe? Et j'ai dit, franchement, dès la naissance, il a 2 femmes à son service dès le début qui lui font tout. Ça va pas lui faire un très bon exemple. Ça, c'est marrant. Mais du coup, tu penses que t'as comment tu vas l'éduquer? T'as déjà des idées? Est-ce qu'il a 1 mois? Il a 1 mois demain. Ouais. Je pense que je vais l'éduquer... j'espère qu'il sera féministe. Franchement, ça me ferait chier qu'il soit masculiniste. T'imagines? De toute façon, les femmes, vous êtes des putes. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta gueule. Non. J'espère qu'il sera féministe. En tout cas, en fait, moi, ce que je trouve beau j'ai quelques copines qui ont des enfants et des garçons. Et en fait, ce que je trouve... Les premières fois, par exemple, je suis partie en vacances avec un couple de copines et leur fils. Et ça m'avait vachement émue parce que je sais pas, il y avait un truc que j'arrivais pas à comprendre j'arrivais pas à savoir pourquoi ça me touchait autant. Et en fait, c'est parce que je voyais qu'il y avait pas de représentation de genre dans le couple qui l'élevait. Et donc lui, il y avait pas quelqu'un qui était symbolisé par l'autorité. Il y avait pas quelqu'un qui avait plus la charge mentale que l'autre. Et ça, moi, ça m'avait hyper touchée. Et donc, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner dans l'éducation de notre enfant. Évidemment, j'espère que ce sera une éducation féministe et on va essayer en tout cas, mais en même temps, c'est hyper compliqué. Je sais pas comment ça se fait concrètement. J'ai pas encore pour l'instant, on n'en est pas à l'éduquer. Pour l'instant, on a essayé de le garder vivant. Voilà. C'est vraiment notre objectif principal. Parce qu'un mois, c'est tôt, là. Mais je suis curieuse de voir ce que ça crée comme petit garçon, effectivement, comme garçon, comme homme, quand t'as en fait deux femmes qui sont qui ont des caractères différents et tout, mais qui sont de même genre, qui fonctionnent pareil, quoi. Qu'il n'y a pas de différence entre... on a des trucs qu'on aime mieux faire que d'autres, mais en tout cas, la charge mentale est très partagée. Il y a pas de... je crois pas que je représenterai plus l'autorité que ma compagne. Je pense pas que... Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va créer chez cet enfant, quoi. Ouais, je t'avoue, moi je connais pas de couple du coup homosexuels qui ont adopté ou qui ont eu recours à la PMA, donc je sais pas l'impact que ça a sur l'éducation. Tu vois, j'en sais rien. Alors, je sais que c'est très décrié quand même actuellement, parce que évidemment, les gens qui sont conservateurs, ils comprennent pas, tu vois. Donc, j'imagine que t'es sujet à la critique là-dessus aussi. Pour l'instant, non, tu vois. Pas du tout. Mais ouais, c'est une bonne interrogation. En fait, en vrai, là, je me dis, ça fait que 1 mois, donc je vais pas commencer à tirer des conclusions, parce que c'est trop frais, mais en fait, on est face à ce petit bébé, il faut qu'il reste vivant, il faut qu'il soit heureux. Il faut qu'il soit... Et en fait, là, depuis la maternité, enfin, franchement, on n'a subi aucune discrimination. À la maternité, c'était super. Maternité de Saint-Brieuc, au top. En fait, et je me dis, quelle est la différence, en fait? C'est quoi la différence en vrai? On est 2 personnes qui aimons cet enfant, qui faisons tout pour lui, qui sacrifions nos heures de sommeil pour lui. Je vois pas ce que ça peut être, en quoi ça peut être mauvais pour lui. D'avoir 2 personnes qu'il aime. Vraiment, d'avoir 2 personnes qu'il aime et qui essayent de l'élever du mieux possible, qui font tout pour que... Alors, on fera des erreurs, c'est sûr, hein, comme les autres parents. Enfin, je veux dire, il ira voir un psy comme tout le monde. Mais c'est des bonnes questions. C'est vrai que... c'est des sujets de société qui sont très polémiques, évidemment. C'est très sensible et tout. Quelle est la différence ? Est-ce que, parce qu'il y en a qui vont, surtout dans les milieux catholiques dont je suis issu, on va militer pour qu'un enfant ait droit à un père et une mère, etc. Toi, là, donc, du coup, il a 2 mères. Et oui, quelle est la différence? C'est une vraie question, tu vois. Quelle est la différence avec une famille Oui, voilà, tu vois. Franchement, pour l'instant, moi, ça ressemble à ce que... Pour l'instant, hein, ce que je projette, etc., ça ressemble vraiment à mes parents, en fait. Ouais. Ça change rien. Et des figures... masculine, il en aura. Il a un parrain, il a un grand-père, on a des amis, on a... Enfin, voilà. Après, nous, ça nous pose des questions. Moi, il y a plein de trucs qui me font un peu peur parce que moi, j'ai pas de pénis, en fait. Donc, moi, je sais pas ce que c'est que d'être un garçon. Ça, c'est ça qui me fait peur. Moi, au tout début, je voulais avoir une fille, je suis très honnête, parce que je sais ce que c'est que d'être une fille et d'évoluer dans ce monde. Moi, j'ai pas de pénis. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Mes copines, là, justement, elles disaient qu'elles appelaient souvent
elles appelaient souvent leurs amis en leur posant des questions hyper bêtes, genre slip ou plutôt boxeur. Toi, qu'est-ce qui est plus confortable pour toi, pour tes couilles? Vraiment, tu sais. Et en fait, moi, je sais que je vais être cette femme bizarre qui va appeler mon frère en disant, bon, toi, tu préfères quoi pour tes couilles? Mais en même temps, c'est vrai que je sais pas ce que c'est. Je sais juste que, en fait, ce qui est important, c'est qu'il soit aimé et qu'on soit là pour lui, pour tout. Et Oui. et en fait, ce sera bien déjà beaucoup, quoi. Ouais, Subvenir à le tout plus ce dont il a important, besoin. le plus important, c'est qu'il se sent aimé par ses parents, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais c'est. En tout cas, ouais, je pense que de toute façon, on arrive sur la fin de l'épisode. C'est une bonne. Mais toi, tu vois, sur le fait d'être issu d'un milieu catholique et tout, c'est vrai que c'est. Moi, je l'avais jamais. Enfin, moi, je suis issu d'un milieu catholique, mais pas pratiquant. Enfin, tu vois, c'est la culture, etc. Bah, évidemment, les valeurs du catholicisme, c'est qu'un enfant, il a un père et une femme, une mère, pardon. Chelou, les Wow, attention, ça devient bizarre. Et que bah, il y avait eu des manifestations contre la PMA, etc. Machin. Donc évidemment, c'est un sujet qui est très décrié, tu vois. Et donc, bah, moi, je suis issu de ce milieu-là, donc évidemment. Donc toi, ça te fait bizarre, par exemple, que moi, qu'on soit deux mères avec un bébé. Ben, moi, disons que l'éducation catholique, je m'en suis évidemment un peu pas écarté, mais disons que c'est quelque chose que je m'adapte avec ce qui se passe maintenant, tu vois, parce que tout ce qui se passe, c'est pas Bible, catholique. Voilà. Donc la lettre. bah ouais, puis voilà, j'ai mes meilleurs potes, j'ai un couple de gays, c'est mes meilleurs potes, je les adore, etc. Machin. Si j'étais très catholique, je devrais leur faire la morale et dire arrêtez de faire n'importe quoi selon la Bible, tu vois. Avec vos pénis. Exactement. Donc, bah, moi, je viens quand même de cette éducation-là, donc ça me pose des questions, tu vois, et j'aime bien en parler avec toi. Et c'est marrant d'apprendre que, en tant que deux femmes, couple de femmes, tu te dises, j'ai jamais vu un pénis. Si j'en ai déjà vu. Enfin, je vais au théâtre. J'ai vu du théâtre contemporain. J'ai vu du théâtre contemporain. Donc, c'est marrant, tu vois, c'est des sujets que j'aborde, que j'aime bien aborder, parce que est-ce que c'est un véritable problème qu'il n'ait pas un père et une mère, ou est-ce que il va quand même grandir dans des bonnes conditions? C'est des vraies questions que je me pose, tu vois. Ouais. Tu vois. Bah moi, je pense qu'il va grandir dans des très bonnes conditions. On l'aime, on fait tout pour lui, et je vois pas enfin, sincèrement, je ne vois pas en quoi là aujourd'hui nos rôles auprès de lui diffèrent d'un couple hétérosexuel. Vraiment, je ne vois pas. Je vois pas ce que ça change. Je veux dire, j'étais là auprès d'Elisa pendant l'accouchement. Je prends ma part, je fais toutes les nuits. Enfin, je veux dire, on est là pour subvenir à tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux et qu'il soit bien. Et c'est le principal. Surtout, on parle souvent, tu vois, en opposition au schéma classique d'un couple hétérosexuel, mais on a dans les écoles souvent des enfants qui ont seulement leur père, seulement leur mère. Et tu vois, oui, bien sûr. Des beaux-pères. Enfin, c'est déjà, il y a plein de schémas hyper complexes déjà. Exactement. Souvent, il y a le schéma un peu le papa et la maman. Qui est devenu minoritaire en fait maintenant. Non, faut pas exagérer. En fait, il y a 2 couples sur 3 qui divorcent. Ah oui, mais du coup, il y a quand même un papa et une maman. Oui, il y a quand même. Pardon, oui. Mais ensemble, je veux dire, qui vivent ensemble sous le même toit. Oui. Ensemble, oui. Ah ouais. Je redis que quand j'étais surveillant, tu vois, dans un collège, on t'appelait quand même la vie scolaire, tu vois, le CPE t'appelle pour te dire, écoute, il y a le petit Elliot là, il y a sa mère qui va venir, mais c'est pas elle de le prendre, donc en fait. Faut juste pas lui donner. Ouais. Mais allez, bon courage. C'est fou, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça, chaque semaine. Ouais. Avec une papa et un maman, pour le coup, il y a de l'amour, mais eux, ils s'aiment pas. Et t'as un petit Elliot ou le petit Moussa, il est en 6e, 5e. Et tu vois, pour autant, c'est pas un schéma, parce que souvent, on vend le côté hétéro. Mais si t'as des parents qui se comportent mal, l'enfant, il sera pas bien construit aussi, tu vois. Donc, non, mais après, il faut comparer un couple de lesbiennes qui se porte bien avec un couple hétéro qui se porte bien pour être sur la comparaison tu vois, de même chose. Moi, j'aurais peur à ta place, peut-être c'est peut-être un peu vénère d'en parler, j'aurais peur que mon enfant qui est pas de mon sang cherche à retrouver son père. Alors, nous, on y a réfléchi déjà. Ouais. Nous, on a fait le choix. En fait, on l'a pas fait en France parce qu'on avait commencé les démarches avant que ce soit autorisé, que ce soit légal en France. Et en fait, nous, on avait fait un choix d'avoir un donneur semi-anonyme. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est un donneur où nous, on ne le connaît pas. On ne sait pas qui c'est, on ne l'a pas choisi. En revanche, notre enfant...
Mais je serais très heureuse que tu l'élèves dans la foi de Dieu, la foi de Jésus. S'il a des grandes gencives. Il y a des... et en fait, par contre, lui, à sa naissance, il aura une enveloppe et il y a des informations. Okay. Et il y aura un suivi. Et on sait que, voilà. Mais peut-être, je sais pas, on sait pas ce qu'il y aura dans l'enveloppe, par contre. Mais en fait, nous, on a fait le maximum qu'on pouvait pour avoir des informations et voilà. Ah oui, donc vous avez pas, il y a possibilité pour l'enfant de retrouver son père. Déjà, ce sera pas son père, ce sera son géniteur. Enfin, son père, pas son père, excuse-moi. Oui, non, t'inquiète. Géniteur. Pas forcément. Pas forcément. En fait, on ne sait pas ce que le mec il a décidé de mettre dans cette enveloppe. Ah oui. Là, c'est lui aussi son envie, tu vois. Mais lui, il a le droit de mettre, si je veux garder un lien. Lui, il a le droit de mettre. Non. J'ai pris la thune et celle-là. Il a le droit de noter. C'est plus cher, évidemment. De noter, j'ai le droit de. Non, il a le droit, mais il va peut-être juste mettre une lettre pour dire pourquoi il l'a fait et quelles étaient ses motivations. Il va peut-être dire, bah voilà, ça c'est moi, voilà ma photo, voilà qui j'ai. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait pour que si à un moment notre enfant a des questions, il a le droit en fait d'aller retrouver, il a le droit de savoir d'où il vient. Et si il doit aller chercher son géniteur, il ira chercher son géniteur. Et ça lui appartiendra, c'est son chemin de vie aussi. Je pense que... T'es trop zen, c'est inspirant. Non, mais en fait, mon but à moi, c'est d'élever un enfant dans les meilleures, dans les meilleures dispositions possibles. Qu'il soit le mieux possible. Qu'il soit le mieux possible. Et franchement, c'est bouleversant. Enfin, tu vois, moi, j'avais, malgré tout, même si il y a le côté militant, tu vois, puis il y a le moment où tu rencontres ce petit bébé et tu te dis, ok, j'ai aucun lien génétique avec lui. Comment va se passer l'attachement? Tu vois, est-ce que moi je vais juste me dire waouh, il est moche. C'est vraiment pas le bien. Ou en fait, est-ce que tu vas et d'un coup comment en fait moi vraiment je l'ai senti instantanément. Enfin, je me dis pas tous les jours encore c'est mon fils, c'est ma bataille, je l'aime. J'en suis pas là, mais je sais par contre que je m'ennuie jamais avec lui, que je suis toujours contente de lui changer la couche, que je trouve que son caca il sent bon et déjà c'est déjà beaucoup, c'est déjà un truc de maternité, je pense. Et après, la maternité, ça s'apprend, et voilà. Et je sais que je suis suffisamment entourée, en tout cas, si j'ai des questions auprès d'hommes et de... voilà, je sais que je pourrais avoir des réponses. Donc... non, c'est sûr, je m'en fais pas là-dessus. Je te souhaite... Et toi, Slip, quelles sont leurs? Qu'est-ce que tu conseilles pour mon bébé? Moi, sans rien. C'est à l'air libre. Directement, en contact avec le jean. Exactement. Merci, Marine, pour toutes ces réponses. Merci. On est parti sur quelque chose de léger, puis on a fini sur quelque chose de plutôt profond. Donc, merci d'avoir parlé de tout ça sans trop de tabou. Avec plaisir. C'est hyper intéressant. Marine, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, en vrai. Et puis, il y a bientôt sur Facebook, faut que tu y retournes. Ah oui, c'est vrai, faut que j'y retourne, mais si quelqu'un peut m'aider, si Facebook m'écoute. Et aussi, le spectacle Pourquoi, c'est au Théâtre Michel, il y a quelques dates de tournée. C'est pour les enfants, toutes les vacances par exemple. Et c'est tous les samedis, dimanches à 11h au Théâtre Michel à Paris. Et bien sûr, écoutez le podcast Vulgaire, on en a assez parlé, mais écoutez-le, c'est top. Merci Marine. Merci. Riyad. Merci pour ce moment. On embrasse Ilias. On embrasse Ilias que t'as remplacé. Il est où là actuellement? Là, il finit de courir un marathon à Dubaï. C'est vrai? Tu nous écoutes. J'espère que je vais y aller. J'ai annulé pour. J'ai annulé pour venir ici. On te fait un coucou. Et sinon, suivez-moi sur Instagram, Riyadgram. Et voilà, juste mettez pas rentre dans ton pays. Moi je dis non, le mettez pas. Ou d'autres formules, ça me ferait plaisir. Mais bon, c'était un plaisir. Merci également. C'était un plaisir partagé. Moi j'ai la dernière le 30 avril au Grand Rex. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il reste encore quelques places. Et écoutez le podcast de Franjo tous les premiers jeudis du mois. Il y en a peu, mais c'est qualitatif. C'est un très joli slogan. Regardez celui-là. Peu, mais qualitatif. Merci, bisous.